un peu plus clairement. Donc, on va vous présenter la rencontre d'aujourd'hui. C'est la deuxième de cette session 2021-22. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Lisette Lombé. La rencontre a été, Solène va vous en parler un peu plus longuement, mais la rencontre a été très longuement préparée, très minutieusement préparée avec les élèves, les étudiants, pardon, du cours que Solène et moi assurons, rencontre littéraire francophone dans le cadre de la licence de création du monde. Non. Création littéraire, écriture du monde de l'université. Donc Solène, je te laisse présenter peut-être un petit peu plus avant le déroulé de la séance. D'accord. Déjà, merci beaucoup à Lisette Lombé d'être venue. Merci à toutes et à tous d'être présents. Donc cette rencontre, elle a fait l'objet d'un travail pendant une partie du semestre. Et ce travail, en fait, tout ce que vous voyez là, en est un peu la restitution, puisque les étudiants ont fait l'affiche, la communication, etc. Et ils ont notamment préparé une petite séquence d'introduction à Lisette Lombé. Maintenant. Elle se fera en 2 temps, et ensuite on passera la parole à Lisette et on écoutera la rencontre, ce comment avoir lieu. Mais d'abord, l'introduction par les étudiants. Enfant, j'ai demandé à mon père si tu étais au bord d'un précipice et que tu devais sauver quelqu'un, qui choisirais-tu? Maman ou moi? Il m'a répondu, toi. J'ai pleuré et j'ai prié pour mourir à la place de ma mère. Mon fils est gay. Il aime les posters de pompiers, les sauces sucrées salées, son moniteur d'athlée. La vie, la poésie. De celle qui fait vibrer, de celle qui fait trembler nos arrière-cours d'humanité. Qui oubliera qu'à un nègre on disait tu? Non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. De là où je parle, de là où je suis, je sens. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux. Je n'ai pas besoin de porter le front à l'horizon. Sous mes paupières, je sens. Je sens l'épine du calcul de celles qui doivent se compter et se recompter pour pouvoir exister dans cette masse. Basanées, voilées, handicapées, sans papier. Tox, trans, win, toutes celles dont on défend les droits sans jamais entendre le timbre de leur voix. Je sens la solitude des féministes fiancées, le célibat. Le célibat, les miettes de sexe, les miettes d'amour, le fossé, les ronces dans le fossé. Qui oubliera qu'à un noir on disait tu? Qui oubliera? Liste des objets que l'on peut perdre dans le fond des océans. Traduction en différentes langues. De cette liste d'objets que l'on peut perdre dans le fond des océans. Liste des morts qui remontent à la surface des mémoires et qui demandent justice. Noircir, noircir. Les meneurs d'ombre, les suiveurs nombres, adorent traquer le petit gibier. Les roues qui... Ah putain. C'est pas grave. Les roues qui puent, les pauvres énième scandale pédophile, énième bavure policière, énième féminicide, énième incident mortel dans une usine. Culotte trempée, lèvres gonflées, interdit d'interdire d'aimer, de désirer, nous répétons, mantra, cela ne peut pas se sentir, solliciter, toucher, harceler, se délecter, de caresser, culotte trempée, de caresser, lèvres gonflées, danser, jamais, brûler, brûler, brûler. Feuille blanche. Je dois écrire, je peux écrire, je veux écrire, je peux le faire. Et puis, ces jours-là, soudain, ton poème est là. Brûler, brûler, brûler. Je demanderai juste à ceux et celles qui posent des questions de se lever quand vous les posez, s'il vous plaît. Bonsoir Lisette Lombé. Vous êtes une femme multi-talent. Dans votre sang, il y a le Kasaï, il y a la Meuse. Il y a la cité congolaise, il y a la cité belge. Sensible à l'art et d'une ouverture d'esprit sans égal, votre fascination pour tout ce qui est beau et esthétique vous conduit dans le domaine de la poésie et du slam. Ce qui vous a valu en 2015 la seconde place du prix Parole urbaine en catégorie slam et en 2017 remporté la 3e place de Grand Poétrice nationale française. Vous êtes une passeuse de feu, semeuse de graines. Vous êtes la voix des sans-voix. Vous êtes listée en 2019 parmi les 50 femmes de l'année par les grenades de la RTBF.
en 2021, Brûler, 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 qui nous intéresse particulièrement et que nous avons lu, a remporté le prix Grenade. C'est un recueil constitué de poèmes de collage en noir et blanc qui dénonce toute forme de violence institutionnelle, économique, sociétale et raciale à travers des mots durs et des mots doux. Tel un torrent, il est percutant, rythmé, engagé, incisif, brutal, cru, vrai. Les textes tellement actuels nous obligent à sentir, ressentir et tourner notre regard vers ce que l'on ne veut pas voir au quotidien. Dans l'optique d'associer l'art du rythme et la puissance des textes, les étudiants et étudiantes de la licence ont procédé à une lecture de poèmes que vous avez entendus précédemment. Vous lire a été pour nous une expérience intense et émouvante, mais vous avoir à nos côtés ce soir est sincèrement incroyable. C'est avec un très grand plaisir que nous vous laissons la parole pour nous livrer quelques mots sur ce parcours et votre écriture, notamment sur le texte qui nous intéresse. Brûler, brûler, brûler. Merci. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas préparé d'intervention formelle. Je pensais qu'on allait directement dans un échange questions-réponses autour du texte. Mais qu'à cela tienne, d'abord vous dire merci évidemment. C'est toujours étrange quand on vient du monde de la poésie performée, qu'on a incorporé le texte après le travail d'écriture et qu'on a son souffle particulier, sa rythmique particulière, son accent particulier, de réentendre les textes dits par d'autres voix, dits autrement, et donc du coup on réentend le texte différemment. Et après c'est très beau aussi, ces voix qui se font des échos, là où il y a une voix seule. Merci beaucoup en tout cas pour ce travail-là. Si je peux moi-même le repartager sur mes réseaux, je le ferai avec plaisir. Que vous dire? Comment je vais faire du coup? En fait, Lisette, ce moment de prise de parole, il est totalement libre. Vous nous parlez de ce dont vous avez envie de nous parler, de votre écriture, de votre manière d'écrire. D'autres questions en viendront après, mais c'est vraiment un peu votre itinéraire d'écriture en quelques minutes. Ça n'a rien de contraint. Je regarde dans le fond de la salle, il y a mon éditeur. C'est assez précieux, vous allez pouvoir lui poser des questions sur Brûler, brûler, parce que je pense qu'il n'y a pas de texte et il n'y a pas de vie littéraire, surtout des slameurs et des slameuses, s'il n'y a pas d'éditeur. Donc si vous avez des questions spécifiques sur cet endroit-là, ça me semblera aussi intéressant. Moi, vous dire que j'écris depuis l'enfance, mais qu'il y a eu un long trou, une mise au frigo vraiment de cette écriture, entre le moment où j'ai cette machine à écrire, le moment où je rêve de devenir institutrice, et puis je sais pas, voilà, on va pas, faut pas re-questionner incessamment le passé, mais il y a ça, il y a un constat d'une écriture qui s'arrête à un moment donné, personnel, mais le lien avec les mots est toujours là, puisque dans mes précédentes vies professionnelles, j'étais enseignante, prof de français et plein d'autres choses. Et puis, grâce à un diplôme en médiation, j'ai continué à enseigner le français, mais à des adultes qui avaient des parcours chaotiques. On est en éducation populaire. Et puis la troisième vie, c'est la vie artistique. Et cette vie artistique, je ne la dois que grâce ou à cause d'un burn-out, d'un épuisement professionnel. Et d'une sortie un peu violente du corps qui dit stop, et d'une sortie violente du social. Je vous le dis à l'aise parce que ça date de 2015, mais le fil est tendu, et c'est comme moi j'imagine des cercles concentriques avec des réseaux, voilà, le réseau de l'enseignement il est là, le réseau de l'éducation populaire il est là, et puis le réseau artistique, mais il y a comme un enchevêtrement et quelque chose qui fait quand même sens malgré les fracas. Et moi j'arrive sur scène par hasard, c'est la bonne rencontre dans la salle, une première scène, une metteuse en scène qui est dans la salle, qui va changer ma vie en quelques mois, qui va m'introduire dans le milieu du slam. La Belgique est un petit territoire et a ce site particulier, c'est que dans les concours de slam, il y a des programmateurs et du jour au lendemain, vous vous mettez à dire des textes que vous disiez la veille gratuitement et vous êtes payé pour les dire. Et il y a surtout des éditeurs et on a cette particularité là en Belgique d'avoir deux maisons d'édition, l'Arbre à Parole et Maelstrom Révolution, qui publient des slameurs et des slameuses, et beaucoup de poésie orale, et donc c'est assez, je mets des gros guillemets,
c'est assez simple, c'est beaucoup plus simple qu'en France, en tout cas d'avoir un premier recueil qui ressemble à ça, les bouclets, c'est tout fin, mais on est assez vite édité et il n'y a rien à faire, le papier reste encore très sacralisé, très sacré, voilà. Donc ça nous met ailleurs, on était sur la scène et puis tout d'un coup ça nous met en littérature et on est invité du coup dans d'autres endroits qui sont plus des endroits de poésie que des endroits de scène et de slam. Aujourd'hui, je me dis poétesse, je trouve que c'est le mot qui résume le mieux ce que je fais. Et bon, il faut l'assumer ce mot-là, hein. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années. Artiste, c'est difficile aussi à porter, surtout quand on n'a pas fait des études d'art, ou qu'on ne s'est pas destiné spécifiquement à ça. Mais bon, je le porte aujourd'hui parce que je trouve que c'est un mot qui résume pour moi les différentes textures, les différents visages de ce que je fais. Quand j'écris des textes plus longs, je me sens autrice, je me sens écrivaine, je peux aller explorer cette matière-là qui est plus dilatée, fluide. Quand je suis dans un format 3 minutes et que j'ai fait l'effort d'étudier mon texte, ce qui m'arrive de moins en moins souvent, mais enfin quand j'ai fait cet effort-là et que c'est un format 3 minutes, je me sens slameuse. Quand je colle, je me sens collagiste. Quand j'ai pas les mots, mais que je sens que c'est l'image, que c'est l'aspect graphique de ma poésie qui demande à s'exprimer, je me sens collagiste. Quand je danse, que je m'effeuille, je suis cabarettiste, mais invitée. Donc j'ai pas la prétention de dire ni surtout pas de dire que je suis une danseuse ou une cabarettiste, mais il se fait que mes textes ont aussi une vie à cet endroit de cabaret avec de la lumière et de la musique, alors qu'en slam ils sont strictement a cappella. Parfois c'est un peu du spectacle, il y a de l'ajout de musique, un peu on va titiller le monde du théâtre ou du spectacle, et aussi surtout l'animation et la formation. Donc moi je n'envisage pas ma pratique artistique sans qu'elle soit liée à l'éducation permanente en Belgique, populaire ici en France. Il y a une espèce de vase communicant. Alors parfois il y a plus d'ateliers, parfois il y a plus de scènes, ça dépend des moments de la saison. Mais pour moi, c'est... et parce qu'il y a eu des vies professionnelles avant qui sont liées au pédagogique, les deux sont intimement enchevêtrés et je ne conçois pas l'un sans l'autre. J'ai besoin, c'est vraiment un besoin, de rencontrer des élèves, de rencontrer des étudiants, de bosser dans les assos, d'aider à créer des espaces d'expression pour les personnes qui sont très éloignées du littéraire, du français, même de la langue, même de l'écriture quand on est en alpha. Et en même temps, j'ai besoin aussi d'avoir un espace où je peux m'exprimer artistiquement. Voilà. Donc on va passer maintenant aux interventions des étudiants qui vont vous questionner. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de suivre les questions comme elles arrivent, où elles nous conduisent. Alors, qui se lance pour la première question? Ils sont très impressionnés. Petit détail technique, nous n'avons pas de micro, donc juste levez la main et vos camarades vont prendre l'ordre et levez-vous aussi pour dire vos questions qu'on vous voit. Bonsoir, Lises. Je suis Koli Issa, étudiant en licence création littéraire. Alors, ma première question sera quelle est ou quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, c'est marrant parce que je discutais de ça avec mes amis avant d'arriver. D'abord, ceux qui m'entourent. Donc, je ne vais pas chercher très loin. Sur mon torse, il est tatoué la vie, la poésie, donc je ne vais pas aller chercher très loin. Alors, mes sources d'inspiration aujourd'hui, c'est des poétesses vivantes, actuelles. Voilà, beaucoup de poétesses belges, beaucoup de poétesses. Joël Sambi qui a sorti le recueil Caillasse, et d'autres. On est dans un collectif Al-Slam. Ça, c'est mon premier petit cercle. Je ne vais pas chercher très loin. Alors, j'ai évidemment mes lectures, etc. Mais si je dois vraiment dire ce qui vient me traverser, c'est moins du littéraire, désolé. C'est plutôt, évidemment, oui, voilà. Ce sera plutôt du côté du cinéma ou du côté de la photographie que vers le littéraire.
Après, il y a aussi tous les grands noms, toutes les activistes qui sont vivantes pour le moment, toute cette militance-là qui m'irrigue, tout ce qui est du côté des essais, voilà, tout ça, ça forme irrigation. Et c'est vaste. Merci. Et l'environnement et la nature, voilà, ma source d'inspiration, elle est dans la marche déjà, c'est l'endroit de création premier. Quand vous montez sur scène, ne ressentez pas vous cette peur ou bien ce stress? Oui, comme on a vu tout à l'heure. D'abord te dire que la prise de parole, ce n'est absolument jamais une évidence. Ça peut être un bel endroit de lumière pour les gens qui font du théâtre et voilà, qui aspirent à ça, mais c'est jamais un endroit d'évidence. On a des corps qui sont, nos mémoires corporelles sont traversées par cette mémoire, que chaque fois qu'on prend la parole, on est exposé à des cotes, à des notations, à un regard, et on a très peu de temps dans notre vie pour, déjà c'est assez rare qu'on prenne la parole en public, et on a très peu de temps dans notre vie pour se poser et questionner ce regard et aller chercher de la bienveillance, et voilà, donc c'est en slam, il n'y a pas de souci si on se trompe, si on achoppe sur des mots, on est relancé par une grande bienveillance. Alors moi la peur, hein, tu vois, comme je suis montée sur scène pour la première fois alors que j'étais totalement cramée de l'intérieur avec mon burn-out, je n'en éprouvais pas. J'étais à un endroit, il n'y avait pas d'enjeu si ce n'est celui de la survie, récupérer de la dignité, récupérer du sens, voilà, c'était... Donc du coup, j'étais portée par une force qui m'a empêchée d'avoir peur. Et cette année-là, 2015, j'ai écrit, j'ai créé, mais avec une énergie de survie, avec des textes qui sont très liés à la catharsis. Alors, il se fait qu'elle vient après, mais ce qui m'en prémunit, je pense, c'est ça, c'est l'enjeu. Moi, ma vie, elle est, comment dire, jamais sur scène, mais comme je n'y suis pas montée avant mes 36 ans, ce n'est pas là que ma vie se trouve. Ma vie, elle est chez moi avec mes 3 enfants, elle est dans les assos, dans les écoles, etc. J'avais une vie avant et j'aurai une vie après. Donc la scène, pour moi, c'est un endroit où je sais qu'il ne peut rien m'arriver de mortel. Donc déjà ça, l'enjeu diminue. Avant, la peur, c'était la peur de perdre mes mots quand les textes étaient parcourisés, mémorisés, et donc voilà, la peur d'avoir un trou noir. Mais maintenant que je suis en lecture performée, que j'ai mes textes devant moi, alors là, du coup, cette peur, elle est complètement évacuée. Je sais que voilà, je peux achoper aussi sur un mot, me tromper, revenir. Je me souviens au mois de juillet, on n'avait plus beaucoup de scènes et je devais faire un texte qui est assez rythmé, mais ce fait qu'il devait être traduit en langue des signes. Et il allait trop vite pour la personne qui traduisait, donc on a décéléré, mais on ne s'est pas entraîné. Donc du coup, moi, en décélérant le texte, je l'ai perdu. Et j'ai essayé de le relancer, mais c'était une grande salle. Et puis j'ai dû faire le constat qu'il n'allait pas revenir là en direct devant le public. Et j'ai simplement dit au public que j'arrêtais mon texte. Et que j'allais prendre du plaisir à présenter mes collègues qui étaient avec moi sur scène, mais que je ne pouvais pas le relancer. Donc je ne sais pas si c'est l'expérience ou d'être à un certain endroit, mais en tout cas j'ai appris que il n'y avait rien de mortel à cet endroit. Et ce qui m'aide, vraiment ce qui m'a aidé, d'abord, je pense que j'étais enseignante, donc tu es habituée à être en face d'un public, à porter ta voix un peu plus haut, à adresser, à essayer de piquer la curiosité, ou de rendre intéressant ton propos, de le vulgariser. Enfin, toutes les techniques d'enseignement, elles se retrouvent à cet endroit-là, d'être concis, voilà. Et j'ai fait de l'athlétisme, et j'ai fait du sprint dans mon adolescence. Quand vous êtes en sprint, au moment du départ, à vos marques pré-feu, là ce pré, si vous regardez les sprinteurs, on essaye d'anticiper le coup de feu. Bon, c'est rendu plus difficile parce que le deuxième faux départ, ça élimine, peu importe qui le fait sur la ligne, c'est éliminé. Mais avant, moi je suis d'une époque où au final des JO, vous en aviez 3, 4, tout le monde y allait, et il y avait parfois 10 faux départs avant que la finale se lance. Et bien ce moment, à vos marques, le pré, si tu es crispé, et tu vas rester bloqué dans tes starting blocks en fait. Donc ils sont hyper relâchés. Déjà avant, voilà, il y en a qui se frappent la tête, il y en a, voilà, comme Lynn Ford Christie qu'on appelait le sphinx. L'alignement, il ne bouge absolument pas. Mais une fois qu'on est dans le... Alors ok, on règle les marques du starting block, mais le pré, les épaules sont hyper basses, hyper relâchées, il y a une concentration, il y a un focus parce que le 100 mètres est très court et parce qu'on sait quand la poussée, ce n'est pas une poussée, on se relève comme ça, il y a un truc
Voilà, tu dois rester. Donc cette concentration-là, bien précise, qui est en soufflant, tu es hyper focus sur l'objectif, pour moi, c'est l'endroit où, si je sors des coulisses et que je monte sur scène, je fais comme ça, avant je me tapais la cuisse, mais le fait de faire sur une action, je suis alignée comme si j'étais dans mes starting blocks en fait. Et c'est un endroit où en fait, ce n'est pas qu'on est en train de trembler dans le start, la peur est avant, les doutes c'est avant, c'est un endroit d'extrême concentration qui annule la peur en fait. Excusez-moi, je crois que les étudiants avaient bien perçu le fait qu'on peut chuter, parce que dans le texte qu'ils vous ont lu, il y a un moment, oui, tout à fait. Moi, ma première réaction, c'était de me dire « Oh, mais je n'ai rien dit ». Il y a quelqu'un qui a réagi, parce que le texte a circulé. Et puis ils ont répondu « Non, justement, on voulait qu'il y ait ça pour montrer qu'on est dans l'entraide et qu'on est dans la bienveillance et qu'on peut se tromper, que ça peut repartir. » Donc voilà, je trouve ça... Tout à fait, c'est magnifique et c'est l'essence même de ce qui fait la poésie en slam. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas du tout une recherche de perfection, ni dans la diction, ni dans l'articulation, ni dans la technique. Si vous participez à une scène slam et qu'il y a des points qui sont mis, vous verrez que les gens qui ont le 10, c'est les gens qui montent sur scène la première fois, qui sont tremblotants, la voix chevrotante, tout qui tremble, etc. Mais ce qui est valorisé, c'est le fait d'oser pour la première fois venir dire du texte. Ou si un enfant vient, qui fait un texte sur sa maman, un tout petit texte, il aura aussi 10. Donc en fait, c'est pas ça que j'aime bien dans la présentation là, qui a été faite, c'est assumer tout ce qui dépasse, assumer la porosité, assumer l'imperfection, le ratisme, disait-on, là, en Belgique, oui. Voilà, le fait d'assumer la rature et d'assumer voilà, quelque chose qui... Voilà, j'ai eu ça aussi en collage, parce qu'en fait en collage il y a la minutie, et puis moi au tout début où je faisais du collage, si ça n'allait, enfin voilà, je perdais, par exemple, vous avez un magazine qui date des années 50-60, et puis vous êtes là avec les ciseaux et vous loupez, et la colle, voilà, ça bousille l'image, et alors je me mettais dans des états, parce que j'avais perdu une image en fait, et maintenant, ben voilà, le gondolé, tout ce qui dépasse, etc., ça fait partie de la vie du papier, et c'est l'organicité du papier aussi, voilà. Et c'est la même chose pour moi en poésie orale. Je voulais savoir ce que représentait l'œuvre, votre recueil de poèmes dans votre parcours, le recueil Brûlé, Brûlé, Brûlé. Alors, mon éditeur, il va vous en toucher un mot aussi. Ben, moi, en fait, le tout premier livre que j'ai écrit, c'est La magie du burn-out. Donc c'était des lettres avec de la poésie, avec du collage qui s'adressait... la personne qui lit ça, elle est fatiguée et c'est quelqu'un de très bienveillant qui s'adresse à elle. Donc c'était comme presque du développement personnel, mais avec... voilà. Et la particularité de tous les livres que j'ai écrits, c'est qu'ils sont métissés comme ça. Il y a... il y a des textes de slam, de poésie, il y a du collage. Et puis dans Vénus Poetica, c'est un court, on a appelé ça court roman, c'est des fragments, c'est pas tout à fait un roman, c'est un peu hybride, c'est toujours un peu hybride, un peu ovni, etc. Et j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui me font confiance pour ces formes-là. Et Brûlé, j'ai été contactée avant le confinement, juste avant, et je pense que les artistes qui vivent de leur art ont tous un moment donné où ils ont l'impression que leur vie artistique a décoller ou à changer. Moi, je peux dire que cet appel-là et l'aventure qui va suivre après, c'est un moment important. Donc, je suis donc dans une pompe à essence avec ma voiture, je vois un numéro international. Et jusqu'à ce moment-là, pour moi, les numéros internationaux, c'était plutôt des gens qui essayaient de me vendre des casseroles ou je sais pas, des faux bijoux, je ne sais pas. Donc je me dis, je décroche pas, mais je ne sais pas pourquoi je décroche ce jour-là. Et c'était mon futur éditeur, ici présent. Et je ne sais pas si tu as envie de raconter, moi c'est mon côté, c'est que je pense que quelques mois avant, quelques semaines avant, voilà, Alexandre Bord anime un podcast, Mort à la poésie, il a lu un texte, et moi poliment j'avais dit oh, merci, etc. Ben, voilà, mais sans me rendre compte de qui était cette personne, sans... Voilà. Et là, ben, les chemins se recroisent, il y a eu ce confinement, je dois remercier ce confinement parce que du coup tout était à l'arrêt, ça m'a mis du temps en fait d'écriture
Et je pense que les délais étaient très serrés et que moi j'aime bien, je suis une femme de mission, donc c'est toujours ce côté peut-être des reliquats du sport avec un petit objectif à court terme. Je sais qu'il y a eu une espèce de... voilà, ça devait aller assez vite, etc. Mais je me suis mis mais sans stress en fait, en me disant c'est le bon moment parce que tout était à l'arrêt. Et la particularité de ce recueil-là, c'est qu'il y a des textes qui existaient déjà en Belgique, mais en Belgique, les textes sont difficilement diffusables, passent pas la frontière, etc. Donc il y a une partie qui est presque anthologique, même si ils étaient assez récents. Et puis il y a des inédits, et puis il y a des collages aussi. Et ça, c'est le début pour moi d'une aventure, parce que en Belgique, j'avais déjà une certaine visibilité, mais voilà, visibilité de poésie, de slam, donc c'est quand même, voilà, c'est, comment dire, c'est une petite visibilité dans le milieu en fait. J'avais aussi de la visibilité dans la militance, donc j'étais à un certain endroit, voilà, je pense que c'était ça, Alexandre peut le dire, pourquoi aussi, j'étais à un bon endroit aussi de mon parcours, et après, ben évidemment, la vie change parce que la France a un territoire beaucoup plus vaste que celui de la Belgique. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, je vais parler de la Belgique, hein, mais nous, pendant le confinement en Belgique, on a vu se développer. Alors nous, on avait déjà une poésie très vivace. Les scènes slam sont pleines partout. On est lié déjà au littéraire, etc. Donc c'était déjà très vivace, c'était déjà voilà, en montée. Et pendant le confinement, ça a explosé. Parce qu'il y a eu une créativité de dingue. Les slammeurs, les slameuses directement ont réagi et commencé à partager. Les scènes slam se sont déplacées en virtuel, le championnat du monde a été maintenu, etc. Il y a eu des vidéos poèmes, il y a eu des serveurs poétiques, il y a eu des affiches, des cartes postales, enfin, tout ce qui a pu se faire en créativité, des pharmacies poétiques autour de la poésie a été fait. Et aussi parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait une parole politique qui devenait inaudible et qu'il fallait mettre quelque chose... voilà, en face pour essayer de garder du sens. Et en plus de ça, on a eu, nous, un poète national, on a un poète national en Belgique, Karl Norak, qui a été extrêmement actif et qui a permis, notamment dans les actions qu'il a mis en place, je pense par exemple aux fleurs de funérailles, il a rassemblé 80 poètes et poétesses, et nous étions à la disposition des familles qui devaient enterrer leurs défunts extrêmement rapidement et qui n'avaient pas le temps. Peut-être donc on était là pour partager des poèmes, écrire vite des poèmes pour les familles, etc. Donc des choses très concrètes. Mais il y a eu une grande visibilité sur ces actions-là, les gens étaient en extrême recherche de sens. Plus, si vous ajoutez, donc là c'est après, mais si vous ajoutez la prise de parole d'Amanda Gorman à l'investiture de Joe Biden, et si vous ajoutez à ça Gluck, le prix Nobel, en fait il y a eu une espèce de déferlant de poésie. Pour moi, c'est comme ça que j'analyse voilà. Donc moi, en Belgique, j'ai bénéficié de, comme tous des courants, voilà, et y compris évidemment les montées des féminismes, le mouvement décolonial, etc. J'ai l'impression que j'ai été à la croisée de quelque chose qui a donné une visibilité sans précédent en Belgique francophone à un travail de poétesse. Ça, je le dis sans forfanterie parce que c'est vraiment les faits. On a eu une couverture presse en Belgique avec les prix, qui était inédite. Et ça, c'est ce que j'ai vécu du coup de mon côté, avec mon éditeur. Me dire comment est-ce qu'il arrive à me contacter, ça c'est... Ouais, tu as déjà dit beaucoup de choses. Bonsoir tout le monde. Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. La seule précision, c'est que quand j'ai découvert le travail de Lisette Lombé, j'étais encore libraire à Paris. J'ai été libraire pendant 9 ans et je m'occupais notamment du rayon de poésie. Et je faisais assez régulièrement des allers-retours en Belgique où j'allais acheter des livres qui étaient publiés là-bas parce qu'en France, ils étaient assez difficiles à trouver, sauf si vous vous rendez à la librairie du centre Wallonie-Bruxelles vers le centre Pompidou. Et je vous invite à vous rendre dans cette librairie pour découvrir le foisonnement de l'édition en Belgique. Mais en tant que libraire, moi je voulais défendre le travail de Lisette, donc notamment ces 2 livres, Black Words et Tenir, hein, qui étaient ces livres de slam et de poésie. Et je rencontrais de grosses difficultés à commander les livres pour les vendre dans ma librairie. Et quand j'ai eu l'opportunité de créer cette collection de poésie, j'ai tout de suite pensé à Lisette, parce que son travail est tellement puissant qui méritait de passer la frontière. Enfin, la Belgique, c'est à 2 heures de Paris.
Et je trouvais ça dingue que son talent n'irrigue pas au-delà de la Belgique. Et donc j'ai pris contact avec Lisette, mais aussi avec son éditeur belge, David Giannoni, pour qu'il ne vive pas cette publication à venir, ou en tout cas cet appel, comme une concurrence entre éditeurs, mais plutôt comme un service rendu au travail de Lisette qui devait rayonner au-delà de la Belgique. Et le résultat, il est là ce soir, par exemple. Entre autres résultats, c'est qu'en effet, la publication de Brûler, Brûler, Brûler a permis au travail de Lisette de rayonner bien plus loin que, que la frontière belge. Voilà. Ça te va? J'ai trouvé dans votre collage une esthétique assez punk, voire dada. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces mouvements? Alors, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je suis punk. Je pense que ma voisine de gauche doit l'être un peu plus que moi. Ah bon? Dada, je ne sais pas. Je pense ça comme ça. Bon, c'est pas des mots que j'utilise pour mon travail, donc il faut faire gaffe avec les étiquettes. Donc voilà. Et en fait, j'en utilise pas. Je ne suis pas encore assez posée sur ma pratique de collage pour pouvoir mettre des étiquettes. Moi, des fois, on rigole avec ma soeur en disant oui, c'est un peu comme de l'art brut, c'est-à-dire sorti comme ça. Moi, j'ai pas aucune culture graphique, etc. Les trucs, je remonte dans le temps. Lorsque j'étais étudiante, j'ai vécu une passion qui n'était pas réciproque. Mais moi, ça m'a mis en flamme. Et il se fait que j'avais quelque chose qui tourbillonnait en moi, et la manière, ça s'est exprimé de manière impérieuse. Dans mon salon, il y avait derrière moi quelque chose qui devait faire au moins, je sais pas, 3 mètres sur 2, avec des tout petits carrés rouges. Donc il m'est venu cette idée de découper les carrés voilà, de 2 cm sur 2 cm. Et donc j'allais dans la rue, j'allais dans les musées, je récupérais des flyers, des magazines, c'était devenu obsessionnel, et je réalisais une énorme fresque que tout le monde admirait quand ils arrivaient chez nous, là, dans notre foyer d'étudiants. Mais jamais personne n'a utilisé le mot art pour qualifier ça, c'était de la déco en fait. Et puis, or, tout était déjà là en place, puisque ces motifs répétitifs, ces carrés, cette espèce de répétition géométrique obsessionnelle, pour dire aussi nous comment on est dans des schémas comme ça répétitifs, etc. C'était déjà là en place. Si je dois parler de mes collages sans mettre d'étiquette dessus, je sais que ce qui m'intéresse, moi, c'est les frottements d'époque. Et si je veux parler de ceux de Brûler en particulier, j'en ai envoyé qui ont été refusés, parce qu'il y avait de la couleur. Je les ai créés, c'est des collages de confinement. Et c'est vrai que j'ai dû les accompagner aussi d'une note d'intention pour dire qu'est-ce que je veux faire là-dedans. Il y en a un notamment, il y a 2 femmes, une qui a l'air une mère et une fille. Et en fait, ce sont 2 femmes noires. Mais quand les magazines ne datent pas des mêmes époques, elles sont de l'Est et de l'Ouest, mais si elles sont mises comme ça avec notre œil occidental, notre œil avec cette grille de lecture-là, on dirait une mère, une fille. Et donc ça questionne le regard qu'on a sur les corps noirs, mais il faut presque un petit métadiscours à côté. Voilà, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est celui qui est en face du punk. C'est des époques, tout est différent. Et voilà. Et il y a du blanc dedans, alors que mes anciens collages sont très saturés en images. Il n'y a pas du tout de blanc, mais parce qu'ils arrivent, c'est des collages de confinement. Et je pensais qu'il y avait beaucoup de brouhaha, beaucoup de paroles, beaucoup avec les réseaux sociaux, etc. J'avais besoin de blancheur, j'avais besoin d'épure, voilà. Mais voilà, moi je travaille avec du papier, donc c'est pas des collages. J'aime bien travailler avec du papier, j'aime bien aller à la recherche de papier d'époques différentes. Et après ces collages-là, j'ai entamé, du coup là par contre c'est des grands collages, avec de nouveau ce souffle qui revient avec du rouge. Voilà, le rouge est réintroduit à l'intérieur du noir et blanc. Et voilà. Et ces collages, ils sont, une fois que vous les avez faits, ils sont où? Par exemple, celui-là. Alors là, il y a des différentes. Si vous voulez, avant quand j'étais encore travailleuse sociale, j'ai commencé à faire des expos comme ça de collages. Mais les expos, voilà, il faut les monter, les démonter, on vend à son père, à sa mère, à son pote, et puis une fois que c'est... Après,
c'est assez coûteux. Et j'ai assez vite fait le deuil. En fait, le deuil, c'est venu sur un week-end où j'étais à la fois dans une expo et j'avais des scènes. Et j'ai senti le différentiel énergétique, en fait. C'est-à-dire, tu es là à l'expo, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, tu vends rien, c'est tout froid, et tu repars, tu refais tes caisses. Et en parallèle, j'allais à cette scène, et voilà, il y avait le public, etc. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, c'est pas un bon endroit. Et aussi, voilà, je n'ai pas fait d'école d'art, donc j'ai pas, moi, la galerie, etc. C'est pas du tout un endroit qui m'appelle. Et donc, je me dis, je peux quand même les faire vivre autrement. Et c'est comme ça qu'ils ont atterri, finalement, plutôt que de végéter dans un tiroir. Ils vivent dans les recueils. J'ai fait des cartes postales aussi, voilà. Mais ils vivent dans les recueils. Et il y en a qui sont, que j'appelle les collages éphémères. Donc, peut-être ceux-là, on les retrouvera même pas. C'est souvent quand j'ai pas de mots, ben, j'associe les images, je prends une photo en fait, et après je scanne, et j'ai plus ces collages en fait. Donc ça, ceux qui sont là dans les livres, notamment dans Brûlé, ils sont scannés, mais ils sont peut-être remis en pièces en fait, en puzzle. Ils peuvent être recomposables, donc à la limite. Ils pourraient, ils pourraient, ouais, tout à fait. Ouais. C'est encore moi. Parce qu'il y avait deux questions dans le. Oui, il y avait une question. On va peut-être. Ah, d'accord. Juste les deux personnes. D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis on revient. Petite question. Je voudrais savoir, quand vous écrivez vos textes et que vous les relisez, est-ce que vous vous demandez parfois pourquoi vous avez écrit cela? Alors, est-ce que je me pose cette question? Non. Moi, je pense que tout ce qui arrive a du sens. Donc, vous comprenez quand vous relisez vos textes? Alors, moi, j'écris en écriture automatique, le plus souvent, en fait. Donc, je fais sortir beaucoup de matière, et puis je la retravaille de manière plus rationnelle. Mais, donc, il y a beaucoup de choses... Donc, par exemple, là, mon éditeur, il est là, on doit retravailler un texte, un futur roman. Je serais vraiment en peine de te dire ce qu'il y a dans le chapitre 3. Je ne sais pas combien il y a de chapitres. Je ne sais plus quasi le nom des personnages. Voilà. Si, le personnage principal, Eunice, oui, mais le reste, voilà, il y a des grands-mères, je ne sais plus comment elles s'appellent. Parce que c'est écrit voilà, en écriture automatique. Avant, je pensais que mon endroit... Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Je suis allée à un colloque en Italie. Et un jeune homme m'a dit, voilà, moi j'ai écrit 1 heure tous les jours avant, c'était un assistant, avant d'aller donner cours. Et il m'a mis un premier électrochoc. J'ai participé aussi à la nuit des écrivains en Belgique, où j'ai entendu tous les écrivains qui parlaient de discipline. Tous ont utilisé le mot discipline, que ce soit un nombre de signes, un nombre de pages, un nombre d'heures. Et quand je suis sortie là, je me suis dit, waouh, je suis pas encore écrivaine, parce que j'attends la phase up, quoi, l'espèce de vague qui arrive, etc. Mais ça m'a mis des électrochocs, et pour la première fois de ma vie, on va dire de février à juin, je me suis mis au défi de trouver le moment de la journée où cette écriture automatique arrive le plus, et c'est à l'aube, en fait, entre 5h et 7h du matin. Je sais que je peux écrire 2 heures très vite. Les gens mes amis reçoivent des tartines, voilà, des grands trucs lyriques, parce qu'il y a une espèce de truc qui est lié à l'aube, où tout d'un coup on aime le monde, on veut que... Voilà, c'est très lyrique. Mais pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec une vision d'un truc qui descendrait. Je pense que c'est hormonal, qu'il y a quelque chose dans la chimie du corps qui fait qu'à certains moments, comme si on prend aussi certains produits, il y a des choses qui peuvent modifier notre écriture. Mais par contre, ce que ça m'a appris, c'est que effectivement, même ces 2 heures-là du matin, après relu, qu'est-ce que je fais l'après-midi? Je prends la matière de la veille, et là, je me pose. C'est toujours oral, donc moi je passe tout, même le roman, il est tout passé à la moulinette verbale, il est dit, je marche, voilà, et je le cisèle comme un texte de slam. Et puis j'y reviens, et c'est toujours par l'oral. Donc je laisse la matière posée, j'avance, et puis je reviens à l'oral. Et en fait, quand on fait ça, moi, si j'y reviens 2 jours après, 1 semaine, il y a des trucs qui se modifient par le fait d'avoir dit le texte à l'oral. En amont, il y a de la recherche. Sur certains sujets, il faut de la recherche. Sur certains sujets, je fais des listes. Je laisse poser, je parle de terreau, mais c'est ça, c'est d'accumuler une matière, et puis on y revient après. Là, je sais que mes 2 fils aînés, ils font du football, ils ont changé de club,
Donc ils ont 3 entraînements semaine et il y a un match le samedi, un match le dimanche. Et donc quand mes amis me téléphonent, je pense que quasi chaque fois maintenant je réponds que je suis au football, je suis sur le bord du terrain. J'ai une vision, je me dis c'est pas possible que je sois dans ma voiture, dans cette buvette, etc. Comme ça, à me tourner les pouces. Donc j'ai un début de texte là enfin plus qu'un début de texte. Et en fait, la matière, je l'accumule, je lui fais confiance, elle trouvera un fil, il faut se poser, il faut aller en résidence, il faut trouver du temps pour... Mais là, ce que je fais, c'est que je l'accumule en me disant peut-être que dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans, je vais prendre toute la matière, mais je sais déjà, je le vois, j'ai un futur recueil sur ce moment précis où les enfants sortent de l'enfance, en fait. Moi, je reste là un peu plantée, ringarde, maman taxi, et qu'est-ce qui se passe, en fait. Et ça ne se joue pas de la même manière pour mes fils, pour ma fille, et j'interroge ça, c'est-à-dire dans mon éducation, qu'est-ce qui se passe. Évidemment, ça fait ces flashbacks, c'est mon enfance à moi, avec un père congolais noir, mon métissage qui n'est pas le leur, parce qu'ils ne portent pas le métissage sur leur visage. Et voilà. Et donc je sens qu'il y a quelque chose qui rigue. Chaque fois que je vais au foot, je note un petit truc. Je suis dans le train, je note un petit truc. Et j'accepte, ce que je ne faisais pas avant, que je ne dois pas écrire quelque chose là, maintenant, tenu avec... voilà. Et c'est comme quand je vais marcher et que je ne prends pas de calepin, quand je vais marcher et que j'active mon œil poétique, c'est-à-dire avec une acuité. Et je me dis vraiment en partant, parce que j'écris pour un magazine des chroniques qui s'appellent Trottoir philosophe, ça parle de ça. C'est-à-dire, j'active l'acuité, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, les matières, les couleurs, etc. Tous les détails super pointus, mais je note rien. Et donc quand j'arrive chez moi à ma table de travail, c'est comme si ça devait sortir en fait, comme s'il y a une espèce de saturation. Et là, et c'est la même chose quand je suis dans une ville que je ne connais pas, je m'assieds sur voilà, je marche pendant 1 heure, puis je m'assieds sur un banc, et direct, écriture automatique, et ça sort, et après moi je le laisse pendant, je sais qu'il y a quelque chose dedans voilà, qui fera matière à un moment donné. Et donc du coup, quand je relis tout ça, c'était ça la question, je ne me demande pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est sorti. Et je me dis, peut-être je vais pouvoir en faire quelque chose tôt ou tard. Non, parce que je disais ça parce qu'on étudie des textes, Ah, excusez-moi. Merci. Je disais ça parce que des fois on étudie des textes, la personne qui l'a écrit, le poète qui l'a écrit ou l'écrivain, pense à quelque chose, nous on pense à autre chose. Et je voulais savoir si, voilà, parce que des fois on écrit des choses, bon, moi ça m'arrive d'écrire des choses sur le moment, spontanément, et de me dire quelques temps après, mais qu'est-ce qui m'est sorti, pourquoi j'ai écrit ça. C'est pour ça que je voulais savoir si vous étiez aussi dans le même cas. Je ne pose pas cette question du pourquoi. Je ne pose pas cette question du pourquoi. Si c'est là, c'est que ça a eu du sens. Par contre, si tu te ris, tu peux te dire, wow, là je viens de refaire toute la magie du burn-out, je lis des choses où je me dis, ah c'était bien trouvé ça. Et puis d'autres, je me demande ce qui m'est passé par la tête d'avoir écrit ça. Mais ça a eu du sens, c'est comme des strates, l'écriture elle évolue, la pensée elle évolue, elle se complexifie, les influences viennent modifier l'écriture, moi je la sens, j'ai eu des moments d'écriture plus nerveuses et plus stylistiquement, avec des phrases plus courtes, avec beaucoup d'infinitifs, il y a une nervosité, puis j'ai senti quelque chose qui se dilatait un peu, qui était plus dans la narration, donc ça évolue. Et l'interprétation, ça, moi je le garderai toujours en mémoire quand on était, dans ma première année à la fac, il y avait les deuxièmes qui avaient préparé des questions pour un auteur, un poète, décédé aujourd'hui, Jacques Izoard, un grand poète belge. Et voilà, magnifique, un texte qui s'appelle Savon. Et les étudiants avaient vraiment fait tout un truc sur ce savon qui fond au fur et à mesure du poème, etc. Et puis on interrogeait Jacques Izoard et il disait, je ne sais pas. Vraiment, je m'endormais, ma femme était à mes côtés. J'ai écrit un truc, j'écris tous les soirs un petit truc comme ça, une petite babiole, et puis ça reste, et voilà. Mais il avait dit, mais merci pour l'interprétation, parce qu'en fait, vous avez vu des choses. Bon, c'est pas ça que j'ai injecté dedans, mais c'est beau aussi que le poème gagne en couches de sens et se complexifie avec des regards croisés, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui... J'ai cette chance-là en Belgique, des personnes qui travaillent sur les mémoires, une personne a analysé le mouvement, la danse à l'intérieur de mes poèmes, la présence du mouvement de la danse.
Voilà, d'autres c'est sur les questions d'érotisme. Mais on pourrait parler d'amour filial aussi. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Vous parlez de nervosité dans votre écriture et dans votre style d'écriture. Est-ce que vous vous décririez comme une écrivaine en colère? Et particulièrement brûlée. Ah, il y a beaucoup de colère là-dedans, oui, ça je vais pas, ouais. Alors en colère, oui, il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère, mais c'est bizarre parce que c'est une étiquette en fait. Bon, à la fois il faut l'assumer, je ne vais pas cacher qu'il y a de la colère sous-jacente par rapport à tout un tas d'injustices, et que c'est ce terreau d'injustice qui fait la poésie sociale, qui fait la poésie engagée. Donc oui, il y a une colère par rapport à ce qui se joue actuellement dans le monde, dans les rapports de domination. Et en même temps, évidemment, on n'a pas envie d'être réduite à ça, et que, voilà, d'être l'écrivaine de la colère. Parce que pour moi, il y a, dans tous les textes, il y a des endroits plus lumineux, plus incandescents, il y a des portes plus tendres, il faut les chercher, mais bon, plus tendres, etc., ou entre les lignes. Mais oui, la colère, voilà, en slam, il y a quelque chose qui justifie qu'on monte sur scène pour la première fois, c'est la colère. Il faut que quelque chose vous bouleverse à ce point intérieurement et veuille s'exprimer de manière impérieuse. On retrouve ça aussi dans le rap, hein, c'est-à-dire qu'il y a une modification de la colère par le médium artistique, un apprivoisement, quelque chose qui la rend vivable et qui fait qu'on ne se consume pas de l'intérieur. Ça, c'est clair que, voilà, elle est là. Mais pas que, voilà, pas que. Il y a aussi beaucoup de... Et alors ce qu'il y a, c'est que ça dépend des endroits des textes. Pas que, mais c'est comme s'il y avait toujours un double versant. Tu vois, sur la question de l'érotisme, oui, évidemment, comme ça dénonce plein d'injustices sexistes, le patriarcat, c'est une porte d'entrée qui est liée à toute une sexualité qui est vue à travers ça, à travers tout ce qui fait mal et tout ce qui fait injure au corps. Et en même temps, comme moi je ne suis pas que militante, je suis poétesse, on a cette particularité de la poésie qui tout d'un coup, c'est le lyrisme, c'est la joie des corps qui exultent, c'est la liberté, la sexualité. Il y a aussi chaque fois l'impression que les deux sont là quand même. Mais colère, oui. Justement, sur ce titre, Brûler, 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 nous, étudiants en charge de la rencontre littéraire, on s'est entre autres interrogé sur ce titre. On en a tous tiré nos propres conclusions qui pouvaient le justifier. Et j'aimerais vous questionner, vous, du coup, sur ce choix, sur la signification que vous accordez. Alors, je vais faire comme vous. Je vais injecter du sens à un titre qui n'est pas le mien. Je vais injecter mon sens parce que ce titre, je l'ai accepté. Donc, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas choisi mon titre. Mais il me correspond tout à fait. Donc moi, ce que je sens déjà, c'est que dans la répétition, ça correspond exactement à l'endroit où je suis en poésie. Les questions d'anaphore, les questions de répétition, c'est ma porte d'entrée dans ma rythmique slam, c'est ma porte d'entrée. Donc voilà. Et puis c'est la polysémie du terme et de se dire, moi je vois bien dans mon parcours, dans ce que je vous ai expliqué, qu'il y a tout ce qui est ces flammes qui consument de l'intérieur, ce burn-out, tout ce qui fait mal, etc. Et puis dans la répétition, dans ce mouvement, on va vers, c'est entre ce qui se consume vers quelque chose qui est incandescent. Donc je vois tout le continuum de la flamme, du feu, etc., dans ce qu'il a de destructeur, mais dans ce qu'il a aussi de complètement lumineux, et cette braise collective qui, pour moi, est l'endroit de rassemblement des êtres. Mais mon éditeur qui a choisi le titre pourra peut-être répondre à la question. C'est très difficile de choisir un titre. Et je me souviens qu'on avait une liste, hein, c'était pas le seul. On avait le titre de travail pendant longtemps, c'était Poetry Must Go On, qui est le titre d'un des poèmes. Et on trouvait que c'était aussi un titre assez galvanisant, mais à réflexion, parce que dans la maison d'édition, tout le monde a son petit mot à dire sur les titres des livres, à savoir l'équipe commerciale, le graphiste qui réalise la couverture, etc. Donc c'est vraiment c'est des séances de travail qui sont parfois très très longues pour choisir un titre.
Et Poetry Must Go On, pour une collection qu'on était en train de lancer, on s'était dit qu'il y avait 2 écueils. C'était le mot poésie, qui était un mot qu'on voulait éviter, parce que c'est un mot qui fait peur commercialement. Et en plus de ça, un titre en anglais, c'était aussi pas évident, on avait peur de se couper d'une partie du public. Enfin, quand quelque chose est brûlé, il ne rebrûle pas. Quelque chose de détruit et qui n'était plus menacé par la destruction, je voyais plus ça. Enfin, c'était plus son interprétation, du coup, une autre forme d'interprétation. Et puis aussi la façon que. Enfin, vos poèmes sont difficiles dans le sens où les sujets abordés on l'a dit, c'est tout ce qui dérange en fait dans la société, mais du coup c'est une forme de renaissance en fait, ils insufflent ce souffle de la renaissance, donc une forme de renaissance par les cendres. Enfin, c'est l'interprétation que moi j'avais vue. Qui est juste aussi. Juste aussi. Vous avez des questions? À moi? Pardon. Bonjour, je me présente, je m'appelle Théo Wouters et donc je suis étudiant en licence d'art plastique, donc je n'ai pas pu assister à des cours de littérature. Je ne vous connaissais pas jusque-là, il y a une semaine j'ai reçu un tract, je me suis dit pourquoi pas et puis je suis venu. Et je me suis un petit peu intéressé à ce que vous avez fait, d'un œil assez distant, tout en ayant une proximité avec vous, dans le sens où j'ai vraiment entendu quelque chose de sincère et de discret à la fois, comme si on chuchotait à l'oreille d'une personne des hurlements, mais que l'on étouffait. Et j'avais 2 questions par rapport à ces mots. Et votre façon d'amener cette démarche artistique, c'est déjà, vous êtes entouré d'énormément de personnes, vous travaillez dans le social, vous avez des personnes qui sont des enfants, des personnes plus adultes, mais pour autant des gens qui peuvent avoir une maturité. Est-ce que ça vous fait du bien d'être entouré, voire une nécessité dans votre œuvre d'être entouré, ou est-ce que simplement on peut être seul et travailler tout aussi bien? Et ma deuxième question, c'est que j'ai trouvé quelque chose de très baudelairien, sans que vous le limitiez bien entendu, mais une alchimisation poétique qui me rappelait beaucoup Baudelaire en voulant extraire la beauté du mal, vous en voulant extraire la beauté de la colère ou de l'émotion de l'instant et de surcroît de ce qui a été vu et revu dans les médias depuis maintenant plusieurs années. Sur la première partie, 6 mois après avoir démarré le slam en 2015, j'ai senti dans mon corps, et je l'ai vu, parce qu'en 2015, nous en Belgique, il y avait très peu de femmes qui faisaient du slam. Sur une scène où il y avait 30 personnes, il y avait peut-être 2 ou 3 filles qui montaient sur scène. Et j'ai senti après 6 mois, quand ça commençait, parce qu'il y a eu un truc un peu fulgurant là, que seul ça n'allait pas avoir de sens. Et c'est devenu le mantra de notre collectif, c'est que seul ça n'a pas de sens. Donc même si la pratique d'écriture, elle peut être solitaire, même moi quand j'écris, je suis toujours connectée. Je suis connectée avec toutes les personnes qui écrivent, en particulier les femmes qui écrivent dans le monde, celles qui ont écrit à des époques où c'était moins évident d'écrire, celles qui sont dans des pays où c'est moins évident d'écrire, celles qui par leurs écrits sont exposées à la prison, ce qui n'est absolument pas mon cas dans un pays comme la Belgique, quoi que j'écrive. Donc on a ça aussi, c'est une amie qui m'a donné cette technique, c'est une technique pour gagner en confiance et se sentir entourée. C'est que je rechignais à faire le ménage et elle m'a dit tu te connectes à toutes les femmes qui font le ménage et tu vas voir ce qui va se passer, c'est que tu ne seras plus seule dans cet acte de faire le ménage. Bon, voilà. Et j'applique ça aussi dans l'écriture, je me sens jamais seule et on applique ça aussi dans notre coaching scénique, c'est-à-dire que ce qui fait peur dans la prise de parole, c'est qu'on a l'impression qu'on est seul et nous ce qu'on travaille, on appelle ça le petit peuple dans un sens très positif. C'est que, je mets mes mains comme ça parce que c'est ce qu'on fait en coaching, c'est qu'à l'arrière, il y a derrière nous, quand on dit « je » dans une poésie, si je fais un texte sur le burn-out, ok, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui fait nous. Il y a des personnes qui m'écoutent et qui vont entrer en résonance avec le texte, et dans les scènes slam, c'est ce qui se passe directement. À la descente de scène, les gens vous disent « merci pour le texte, moi aussi j'ai une mère qui, moi aussi, etc. » Donc il y a une espèce de... il y a une résonance. Et sans parler à la place des gens, on a quand même un jeu qui à un moment donné se politise et donc derrière nous,
Si je donne mon expérience, je partage mon expérience poétisée du burn-out, j'ai quand même plein de personnes qui vivent la même chose en ce moment, donc en fait je suis quand même jamais seule. Et on essaye, nous, on a des exercices de visualisation. Bon, maintenant, avec le Covid, c'est compliqué de se serrer, coller serré comme ça, parce qu'en fait, il faut que tu t'imagines 10 personnes derrière moi. Moi, je répète mon texte, et en fait, elles vont me donner de l'élan. Et puis, quand ces personnes se retirent, quand je monte sur scène, mon corps garde en mémoire que j'ai été soutenue par 10 personnes qui, derrière moi, à chaque fois que je faisais... un peu comme dans les chorales, dans le gospel, etc. Voilà, je vais garder ça, et en fait, je ne monte jamais toute seule. Donc, j'ai pas ce sentiment de solitude, et encore moins dans le collectif, puisque dans le collectif, on essaye de... Alors, comment je vais dire ça? Il y a une forme de... Alors, d'abord, on se souhaite quand même de vivre de sa plume, de vivre de ses droits d'auteur. On ne va pas dire le contraire, mais ce qui est encore mieux, c'est que si tout le monde peut monter ensemble. Donc on a essayé de mettre des choses en pratique pour... c'est dur, hein, parce qu'on est évidemment éduqué dans le milieu artistique. Et quand tu n'as pas d'actu, par exemple, que tu es entre deux bouquins, de nouveau, tu te fragilises parce que tu vois qu'à côté, il y a de l'actu, tu vois des artistes émergents qui poussent, etc. Les territoires sont petits, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chaises libres autour de la table, et donc on se vit dans la concurrence tout le temps. Donc c'est dur d'aller vers ce chemin de conversion et de se réjouir pour d'autres artistes qui te ressemblent quand même très fort, mais de se réjouir que l'une sort un bouquin, que l'autre s'internationalise, etc. Mais bon, il faut essayer parce que sinon on s'expose à de la jalousie, de l'envie, de l'aigreur, si la reconnaissance, si on n'est pas payé en reconnaissance. Mais c'est un travail quotidien. Mais pour moi, le collectif, c'est une dimension très très importante, et je pense que c'est pour ça que la poésie est extrêmement vivace en Belgique, voilà, parce qu'il y a des collectifs très forts, à Bruxelles, à Liège, etc. Et nous, on est dans un collectif féministe aussi, donc on a quand même questionné tout ce dont on parle là, la concurrence entre les voix, la légitimité de la place des voix de femmes dans l'espace public, pourquoi l'autofiction est dénigrée, pourquoi la poésie sociale n'est pas de la grande poésie classique, pourquoi la poésie qui n'est pas en rime ne pourrait pas être de la belle poésie aussi, pourquoi du texte militant ne peut pas être de la littérature. Il faut être quand même en groupe pour pouvoir abattre des représentations qui nous rendent petits et fragiles, qui nous rendent illégitimes. C'est plus facile quand on interroge collectivement le sentiment d'illégitimité. Voilà. Et pour Baudelaire, merci. Merci. Mais je retiens quand même ça, c'est vrai, peut-être je tiens ça de mon père congolais. C'est la débrouille, hein, tu vois, c'est de dire, ok, le monde... ça tourne mal, ça tourne fou, ça tourne rond, mais il y a de la beauté là-dedans. Il y a de l'espoir, de l'espérance même. Ça, je dois, à mon avis, tenir ça de mon père congolais. Et oui, moi j'aime les endroits où ça frotte, j'aime bien les endroits de noirceur. J'aime bien les endroits je prends cet exemple, je le dis aussi à l'aise parce que c'est dans un texte, dans un futur texte. Une fois, on m'a invitée dans un lieu un peu, par curiosité, dans un lieu SM, danse, hein, dans un lieu, voilà. Donc, je ne dis rien de mon intimité en vous disant ça. Mais il se fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui me disait, voilà, moi ma femme, la première fois qu'elle m'a vue en jupe, soit elle me larguait, ou soit c'était à vie. Et je vous présente ma femme ici, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Et cet homme, évidemment c'est dans un rapport SM, je l'ai tenu en laisse, cet homme-là. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversée à vie, c'est-à-dire qu'il y avait une absence totale, et dans mes yeux aussi, c'est ce qu'il y a eu, c'est pour ça que les larmes sont montées réciproquement, c'est qu'il y a eu absence totale de jugement et acceptation de la personne intégralement. Et c'est ça qu'il y a dans mes textes, et c'est peut-être ça, cette question de la beauté dans la noirceur, c'est la recherche de
cette humanité sans jugement. Donc, non, du côté de la militance, ben voilà, on lutte pourquoi? Pour faire respecter totalement l'intégrité physique et morale des personnes, quelle que soit la couleur de peau, l'orientation sexuelle, etc. Et ça se traduit dans le versant positif par la recherche de ça, cette humanité absolue. L'absence de jugement, comment on peut, pour chaque personne que tu rencontres, pour chaque parcours, être presque dans un rapport de mystique, quoi, les larmes qui te montent aux yeux, tellement il émane quelque chose de cette personne qui, si tu vas trop vite, c'est une personne que tu vois pas quelconque. Mais parce que je suis entourée de personnes dans le social qui ont des parcours de fous, hein. C'est des personnes qui sont devant des tables de multiplication d'enfants de 5 ans, des personnes qui doivent apprendre le français, qui n'est pas leur langue maternelle, qui se retrouvent devant des apprentissages pour les enfants alors qu'elles ont des parcours de dingue pour arriver jusqu'à cette chaise d'école. Et voilà. Je trouve bien que vous ayez souligné que vous luttez pour l'humanité des personnes sans jugement. Et par contre, j'aimerais savoir si, par la crudité de vos mots, vous n'avez pas peur que des personnes déjà fragilisées par un fait de la société développent inconsciemment une sorte de haine envers ces oppresseurs. Bon, alors j'ai déjà tellement de responsabilités, je ne vais pas me mettre celle-là sur le dos. Donc c'est-à-dire que par le texte, je renforcerai, je cliverai quelque chose, c'est ça, je renforcerai... Enfin, pour des personnes qui ont déjà, par exemple, vécu une situation de viol, peut-être que vous lire encore la crudité des mots, comme je l'ai dit, peut-être ça va développer une haine en quelque sorte envers des hommes ou... Alors moi j'aurais plus eu peur de... Tu sais que tu dois mettre un truc, attention, le texte est dur, j'aurais plus eu peur que les mots ouvrent plus les blessures. Oui. Plutôt que développe plus de haine, j'aurais plus peur de ça avec mes mots. Moi, j'essaie de faire l'inverse. Après, je suis à un moment de ma vie où je me suis beaucoup posé des questions sur les effets du texte sur les gens. Si j'écris de l'autofiction érotique et que mes parents lisent ça, voilà, ça m'a empêché. Il y a des années, bien avant tout ça, j'ai rentré un manuscrit sur un coup de tête. Et c'était accepté chez... j'oublie cette maison. Je ne vais jamais retrouver ça en direct. Ça va me revenir. Voilà. Mais c'était en auto. Enfin, voilà, j'aurais dû payer quelque part pour être édité. Mais bon. Et c'est parce que mon ex-mari a fait une réflexion pour dire qu'il s'y retrouvait trop, en fait. Et j'ai fait un rétropédalage. Et j'ai dû avoir une amie qui me disait, en fait, si tu fais ça toute ta vie, tu n'écriras jamais. Si tu demandes l'autorisation à l'un de ne pas choquer une telle personne, d'avoir peur de ceci, etc. Donc j'ai fait un petit travail pour me guérir de ça. J'essaye d'être respectueuse. Et c'est vrai que des fois le texte cogne, mais si tu écoutes mes collègues, ma sœur qui a du texte beaucoup plus badass, beaucoup plus sexuel, cru que moi, Joël Samedi qui a écrit Caillasse, qui va en frontal contre les violences policières et en soutien aux personnes sans papier, je me trouve très calme et pas si crue que ça par rapport à d'autres poétesses, mais j'entends, voilà, j'entends. Après, tu sais, c'est vraiment comme ce qui m'est arrivé il y a 15 jours, j'ai cessé, ça c'est comme la question du pourquoi, ça appartient aux personnes en fait. Moi je fais mon taf, c'est-à-dire j'écris quelque chose, je crois en ce que j'écris, je viens le partager avec générosité, humilité, c'est-à-dire si ça peut toucher, tant mieux, si ça touche pas, voilà, ça c'est... et puis ce que les gens en font, est-ce que c'est quelque chose qui va te donner de l'énergie ou de la motivation pour toi-même écrire, ou de l'énergie pour te dire ok je suis pas seule, etc. Ou te dire ça te renforce dans tes retranchements, dans tes stéréotypes, ça moi c'est pas moi, je me sens pas responsable de ça. Mais je me suis lâché la grappe parce que sinon ça te bloque dans ton écriture. J'ai eu ça il y a une quinzaine de jours, je faisais une tournée des écoles et quand au début j'allais dans les écoles, je me focalisais que sur les 2 gars
qui me regardaient vraiment. Tu sais, tu sens que les mecs ils te considèrent comme un insecte, ils sortent même pas les bics, et ils lâcheront rien du tout, et tu sens, voilà, comme quand tu es face à une personne vraiment raciste, quoi. Et avant, je sais que c'est comme si je devais mettre toute mon énergie pour les convaincre, etc. Et puis maintenant, quand je rentre en classe et que je sens ces énergies-là, parce qu'on le sent, il n'y a pas de paranoïa, c'est que tu sens direct, ben je me dis, voilà, mec, reste dans ton... Voilà, en fait, je ne peux pas rentrer en dialogue avec toi et je ne vais pas m'esquinter la santé. Et c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Parce qu'en fait, ce livre, la visibilité du bouquin, là, je fais une petite sortie, c'est moins sur la question, mais la visibilité du bouquin m'a mis à un endroit, à un moment donné, tu es invité dans des radios nationales, dans des journaux nationaux, etc. Donc tu sors de l'endroit où normalement tu es écouté, donc c'est-à-dire bienveillant, le slam, un peu entre soi, tu prêches à des convaincus, etc. Puis d'un coup, tu es exposé dans un truc plus mainstream. Et là, donc, du coup, le simple fait d'être une femme, d'avoir la couleur que tu as, le simple fait d'être là, derrière le micro, dans une émission nationale, ben voilà, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, voilà, tu reçois des mails, tu reçois des messages, etc. Mais là aussi, c'est une forme de... Je me suis dit, si je commence à rentrer en dialogue avec des gens de toute façon qui me mettent en défi d'humanité, en défiance d'humanité, je vais y laisser ma santé. Donc il faut lâcher et il faut bosser avec moi ce que j'appelle une zone green, c'est-à-dire il y a les convaincus, ok, là on est dans la même barque, on travaille, on avance, etc. Là il y a les gens, tu sais, si on te considère comme un clébard ou comme... voilà. Ça ne sert à rien. Et puis il y a toute une zone de personnes, je pense par exemple à la question du racisme, je pense que c'est mon plus gros apprentissage du confinement, c'est que j'ai une copine qui est enseignante et qui m'a dit oui, je voudrais à la rentrée, elle me dit je suis pas très au clair sur certaines questions, et je vous donne un exemple concret, c'est qu'on a eu une occupation de personnes sans papier et des gens disaient oui ok on va aider ces personnes, mais est-ce que là-dedans tout le monde est vraiment ok, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des gens qui sont homophobes dans les Africains là qu'il faut aider, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des gens qui tapent leurs femmes, est-ce que tout le monde est ok avec les questions de sexisme, etc. Donc ça met les gens à un endroit, voilà. Et elle me dit ouais, sur certains thèmes je suis pas à l'aise. Voilà, je peux pas te dire que sur le port du voile, je peux pas te dire que sur les travailleuses du sexe, je peux pas te dire voilà, qu'on est raccord. Voilà, tout le monde, moi je défends un féminisme intersectionnel, mais il y a plein de féminismes différents, plein de radicalités différentes, etc. Donc est-ce qu'on peut encore dialoguer? Et elle, quand elle me dit voilà, ce que je vais faire, c'est changer le corpus et introduire par exemple des poètes racisés à l'intérieur du corpus, mais même deux noms, etc., elle est à un endroit juste en fait. Et pour moi, c'est une révélation du confinement. C'est-à-dire que j'étais avant dans cette fameuse colère à un endroit qui m'a consumée aussi, parce qu'être en colère en permanence, ça te consume. C'est-à-dire que, et quand tu es un féminisme intersectionnel, que tu dois être, c'est que tu es comme une girouette, hein, ça s'allume de partout, parce qu'en fait ça ne s'arrête pas. Tu es sur le validisme, sur la grossophobie, sur les luttes LGBT, là, c'est partout, sur le décolonial, etc. Ça n'arrête pas. Et donc il faut trouver un endroit, moi pendant le confinement, et alors si tu es en colère, tu es debout, et puis le confinement, hop, c'est mon canapé. Tu ne sais plus te relever en fait. Si tu t'arrêtes, tu ne sais plus te relever. Donc tu es pris dans un... Donc il faut trouver un endroit pour moi de calme, et l'endroit c'est un endroit de dialogue, d'acceptation qu'il y a des radicalités différentes, et que est-ce qu'on peut quand même encore être en dialogue avec... voilà. Et que j'ai pas envie de mettre la même force à lutter contre une copine féministe qui n'a pas la même radicalité que moi, que contre un type de l'extrême droite qui me considère comme un insecte à écraser. Voilà. Votre poésie est souvent qualifiée d'engagée. Dans quelle mesure pensez-vous l'utilité sociale et politique de l'art? Vaste débat. La première question, chaque fois je réponds d'abord humilité, hein, parce que je pense pas qu'on puisse changer le monde avec un texte, mais bon, ça c'est ma vision. Hein. Je pense que... Mais par contre, je pense que pour avoir été à cet endroit-là, c'est-à-dire de... je parle plus d'écoute parce que je suis plus touchée par la poésie orale qu'écrite, mais donc d'avoir été dans des salles
où le texte était tellement puissant et qu'on sort tellement bouleversé qu'en fait on sort un peu métamorphosé, il y a quelque chose qui a bougé en fait. Et soit ça se transforme en impériosité d'écriture, soit en force pour retourner dans la militance, il y a quelque chose qui a bougé. Donc je crois à ça, c'est-à-dire des individus qui, à un moment donné, collectivement, il y a quelque chose qui bouge, ou un stéréotype qui est un petit peu poli, mais bon, humblement, parce que c'est pas en 3 minutes de texte que... mais néanmoins, si, il y a des textes, voilà, la première fois qu'on entend un texte sur telle thématique ou dit de telle manière, on prend la claque slam, voilà, même chose sur un docu, ou je pense à ce documentaire, je connais plus le titre, sur les casques blancs là en Palestine. Ben, à un moment donné, dans tous ces gravats, quand l'enfant miraculé est sorti, moi j'ai eu l'impression qu'on le sortait de mon ventre, j'étais en larmes dans mon canapé. Et ça veut dire que j'ai une modification sur ce point politique ou sur cette situation politique, j'ai une modification en un documentaire, j'ai une modification interne. Et moi, ça me change. Peut-être que le lendemain, dans mon activité, dans comment je me mets en lien avec les gens, il y a quelque chose comme un truc de capillarité. Mais je vois plutôt un truc comme ça, de capillarité. Et surtout, je pense que c'est une conjonction de choses. Que le poète dit social engagé, il est comme dans une constellation. Moi, je vois dans les forces progressistes, j'imagine l'art à un endroit qui est juste, si tu es aligné, tu es juste dans ton endroit, mais c'est comme une constellation de gens qui sont à leur juste place. Si je reprends l'exemple de la question sur le racisme, il y a des gens, mais sur le féminisme aussi, parce que même en féminisme, il y a des femmes qui sont en train de lutter, voilà, par exemple le pronom Liel qui est sorti, les linguistes, elles travaillent à un endroit. Les personnes qui sont sur la toponymie des rues, sur les noms, elles travaillent à un endroit. Il faut qu'il y ait plus de femmes dans ces noms de rues, elles sont à un endroit. Les syndicalistes, elles travaillent à un endroit. Les gens qui sont sur le juridique, dans la loi, les parlementaires, etc., celles qui sont dans les CA, pour plus de femmes dans les CA. Et j'ai l'impression que c'est un truc comme une constellation. Et ça attaque de partout. J'ai l'impression, ça grignote, ça attaque de partout. Et c'est en train de faire une torsion, là, vieux monde, ancien monde. Et il y a des forces qui résistent et ça... C'est en train de... Voilà. Mais pour moi, la question de l'art engagé là-dedans, il est qu'à un petit endroit. Voilà, pendant le confinement, moi je me suis dit, tiens, est-ce que... aller dire du texte comme ça en public... Est-ce que je ne retournerai pas plutôt dans l'enseignement? J'avais besoin de tout concret. Enfin, ça me semblait en tout cas à ce moment-là, la scène, le mot me semblait un peu vain et pas assez concret par rapport à ce qui se passe pour le moment dans le monde. En même temps, vous faites de l'information, enfin tu fais de l'information. Ouais. Donc c'est justement dans ce concret. Oui, mais justement, je m'étais dit, il va y avoir un mouvement de bascule, c'est-à-dire un abandon de la scène, c'est vraiment la scène, un abandon de la scène. Pour plus d'ateliers, plus de... Voilà. Maintenant ça se rééquilibre, mais j'étais à cet endroit-là, je me sentais gesticulante et à la recherche, j'ai eu des mois où je n'avais plus de justesse en fait. C'est ce que j'écrivais à chaque fois quand on me faisait une commande où j'ai rien à dire pour le moment du monde. J'ai l'impression qu'il y avait, enfin, en tout cas à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de fumée sur les gravats. Et que je ne voyais pas comment il fallait d'abord un peu sortir du brouillard là, pour pouvoir retrouver de la justesse. Et ouais, elle m'avait abandonnée à ce moment-là. Ça me semblait plus juste de créer des espaces d'expression pour que les personnes puissent un peu décharger. Voilà. Ok. Bonsoir, moi je m'appelle Sandra, je ne suis pas étudiante ici et je n'ai pas fait d'études en littérature non plus. Je suis tombée sur une de vos vidéos sur Facebook, c'était une intervention de la RTBF où vous disiez un de vos textes et j'avais apprécié. Et du coup ça m'a donné envie d'acheter vos recueils en librairie. Et je crois que ça fait partie des premiers recueils de poésie que j'ai acheté. Et du coup je me pose la question de est-ce que vous avez une réflexion par rapport au niveau, enfin, je trouvais vos textes très accessibles. Et je me demandais si vous avez une réflexion par rapport à ça, par rapport oui, peut-être au public ou au niveau, enfin, dans votre manière d'écrire, si vous pensez à qui viser
ou si vous, enfin, voilà, si vous essayez de parler, enfin je sais pas, de plus de gens. Et je me posais aussi une question, c'était une association d'idées où justement vous avez dit que vous avez enseigné je suppose dans des académies et ensuite dans l'éducation populaire, et si du coup votre rapport à la langue, au français, si ça avait changé votre rapport un peu au français ou pas. Enfin, ces deux questions peut-être un peu trop. Donc je pense pas que je me dise, parce que c'est lié au processus d'écriture automatique. La question de l'accessibilité de la langue, en fait moi déjà en tant que lectrice, j'aime pas la poésie hermétique. Et par exemple mon beau-frère et ma sœur, qui sont aussi poètes tous les deux, ils travaillent sur des formes, voilà, moi si je dois prendre mon dictionnaire à la 2e ligne et à la 5e ligne, etc., en fait le livre va me tomber des mains, et donc en fait je pense que j'écris de la même manière que ce que j'aime bien lire aussi. Des choses assez simples, par exemple, moi, ma 2e éditrice chez Iconopop, c'est Cécile Coulon, elle a une écriture très simple, très accessible, et pourtant, quand j'ai lu ses recueils, par la tendresse qui est dedans, par la répétition, etc., l'anaphore, etc., c'est venu me percuter aussi. Et c'est tout simple, donc je suis à cet endroit-là, oui. Alors, je pense pas que ce soit une revendication, mais c'est vrai que l'écriture blanche, la stylistique des phrases très simples, quand je vois ce que j'aime, même en roman, etc., c'est souvent ça aussi. Phrases très simples, des trucs incisifs, assez tranchants, mais qui vont droit au but, il n'y a pas de... voilà, ça me parle, donc je pense que je suis à cet endroit-là. Et après, l'avantage, c'est que c'est partageable aussi. Si c'est accessible, c'est partageable. La question de l'accessibilité, c'est plus moi sur les choix des endroits où on va. Il faut se déplacer en fait. C'est pas parce que je vais dire que okay, c'est gratuit à cet endroit-là que les gens vont venir parce que c'est gratuit. Donc il va falloir faire un effort pour aller, voilà, pour que cette poésie voyage. Ça n'agira pas juste de décréter ok, les Slam c'est gratuit. Donc, non, en fait, on recrée très vite de l'entre-soi et des gens qui ont un rapport assez fin avec la langue aussi, avec les lettres. Donc du coup, voilà, sur cette question-là, je me dis pas que je vais écrire ça, mais il se fait que c'est comme ça que ça sort. Des phrases assez concises, vocabulaire simple. Et peut-être sur certains textes, mon fils est gay, Asma. Là, je me suis quand même dit que ces textes-là, je vais aller les partager en collège et en lycée, et que, donc du coup, fallait réfléchir à la manière de dire les choses. Voilà. Et j'ai pas une formation classique non plus, de lettres classiques, donc je peux pas sortir des références classiques. Voilà. Enfin, on sent quand même parfois des choses. Par exemple, vous avez un texte et ce sont les paroles de Patrice Lumumba, donc c'est pas une formation classique, mais il y a ce qu'on appelle un intertexte. Voilà. Puis à un moment, j'ai cru reconnaître un peu Césaire, quoi. Enfin, une petite influence césarienne dans l'inspiration, pas dans... Voilà, ça... Enfin, je crois qu'on est aussi habité par des mots, par nos lectures, Oui, par capillarité. Oui, ça, par capillarité. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas mon endroit de recherche. Oui, tu vois, mon endroit de recherche, il est plutôt entre le passage de l'écrit à l'oral. Ça m'intéresse, c'est l'endroit où les allers-retours entre l'écrit et l'oral, et de voir comment sur un même texte, il y a quelque chose qui va bouger. Juste avant, je disais à mon éditeur que samedi, on était au Mucem avec Bintou Dembélé, que vous connaissez peut-être, qui a été fort médiatisée parce qu'elle a fait cette revisite des âmes galantes là, en crumb à l'opéra. Voilà. Et en fait, le fait de passer après elle, qui avait fait un truc sur l'esclavage, avec pas de mots, mais un texte très puissant, hip-hop, comme ça m'a obligée, par exemple, sur le texte de Patrice Lumumba, à modifier, en fait. Moi, c'est ça que j'aime, c'est à cet endroit-là que je cherche. Donc, c'est-à-dire un texte simple. Et d'ailleurs, il y a un étudiant un jour qui m'a dit, j'ai dit le texte, il avait lu,
Et il m'a dit, waouh madame, ça n'a rien à voir, c'était très chiant à l'écrit. Il m'a dit c'était nul, dans le sens, il me dit un enfant peut écrire un truc pareil. En fait, il trouvait que c'était simple, dans le sens, voilà. Mais c'est souvent le cas avec les slammers, il faut les écouter en fait, il faut voir les silences, il faut voir les répétitions, il faut voir le souffle qui est injecté dans le texte pour que tout d'un coup, le texte se modifie et que quelque chose qui a l'air simple, en fait, c'est pas que c'est tellement que c'est simple, c'est parce qu'en fait, en slam, l'écriture est tirée vers l'oralité dès le moment d'écriture. On sait qu'on écrit parce qu'on va partager le texte face à un public. Donc si je m'engage sur une forme hermétique, si je m'engage sur quelque chose qui est très écrit, la rencontre avec le public, je risque de me mettre à un endroit où il n'y aura pas vraiment rencontre. Donc les textes de slam, ils sont tirés vers le partage et donc forcément ça les simplifie au niveau de la forme et du contenu. C'est plus presque un vocabulaire de conteur, de conteuse. Si tu es en position de conteur ou de conteuse et que tu truffes ça de vocabulaire incompréhensible, tu perds les gens en fait. Donc je pense qu'on est déjà en mode conteuse dès l'écriture et donc que ça influence le choix des mots. J'ai l'impression. Est-ce qu'on peut peut-être prendre cette remarque pour faire une transition? On les a lus les textes, alors on les a dit aussi, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est le moment de demander à Lisette Lambé de lire un texte ou deux? Ça roule. Ben, d'accord, ça roule. Je vais juste vous montrer l'exemple du Qui oubliera, comme ça je vous montre le travail de ce qui se passe. Je ne vais pas faire tout le texte Qui oubliera, mais je vais juste vous montrer le départ. Parce comme ça je montre aussi à mon éditeur de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je peux me lever? Oui, bien sûr. Comment on fait avec ce micro? Non mais là je vais prendre son micro. Ok, très bien. Ben, le Qui oubliera, je peux le dire comme ceci. Je peux dire, et ça c'est ma rythmique. Et je sens qu'elle est dans mon corps depuis longtemps. Je vais dire qui oubliera. Et je peux dire au public, quand je dis ça, vous ne me dites pas nous. Ça, c'est une manière de le faire. Donc je vais le faire. Qui oubliera? Pas nous. Qu'un noir. On disait tu. Ça, c'est un début de texte. Mais je peux le faire comme samedi, justement, où je me dis. Donc ça s'appelait, je vais faire 15 minutes, on avait appelé ça Soleil Noir. Et en fait, ce que j'ai fait. Alors des fois je dis ça, qui oubliera? Mot de Patrice Lumumba, Patrice Lumumba, Patrice Lumumba, qui oubliera? Donc je le cite, puisque ce sont ces mots en début de texte, et ça me met un truc organique, et ça me met, ok, c'est pas mes mots, mais je vais vous raconter ces mots à lui. Et là, samedi, j'ai fait ceci, donc je commence par ça, mais je dis au public, soleil noir, et je l'ai vu le soleil, je l'ai vu passer au-dessus de ma tête, donc je ne saurais pas vous refaire l'énergie du truc, mais donc je le vois arriver au-dessus de ma tête et j'étais, je ne sais pas que je fais le pont en arrière, mais je l'ai vu passer au-dessus de ma tête et je me suis chargée de ce que Bintou Ndebele avait fait avant et de ce que j'allais dire dedans. Et donc en fait, j'ai eu une vision à l'hôtel la veille en me disant que chaque fois que je vais dire qu'il oubliera, je vais faire un râle, un truc, je vais recracher tout cet injuste, tout ce truc. Donc je vois passer le soleil et puis j'ai inspiré. Et puis j'ai fait grand silence et après j'ai fait qui oubliera. Et chaque fois que j'ai dit qui oubliera, j'ai fait qu'un noir. On disait tu. Vous voyez dans l'état que ça me met, en fait, ce n'est plus le même texte. Parce que tout d'un coup, c'est l'acceptation de faire qu'en fait il faut. Vous voyez ce qui se passe, c'est de ramener. Et voilà. La même chose, il y a un texte, Sémira, mais qui n'est pas dedans, qui est dans un autre truc. Là, c'était l'inverse, c'est-à-dire Sémira Adamou, elle était. On lui a mis un coussin dans les fins des années 90 en Belgique, le rapatriement forcé dans les avions, etc. Le texte parle de ça, que moi j'ai 20 ans, elle a 20 ans aussi en 98. Et donc moi je suis dans une boîte de nuit, je danse, etc. Mais à la fin du texte, en fait, elle est. Je dois dire S-E-M-I-R-A, c'est son prénom, S-E-M-I-R-A, et plutôt que de dire, voilà, Sémira, etc., je convoque les énergies vers le bas, et donc en fait, c'est vraiment, là je ne peux pas vous faire cette énergie de fin de texte, mais c'est vraiment S-E-M-I-R-A, S-E-M-I-R-A, et c'est vraiment, c'est un cri hein, qui est lancé vers le sol, etc., et à la fin du texte, c'est BAM!
je tape sur le sol, et dans une des perfs, j'étais tellement comme ça sur le sol, d'essayer de récupérer, de dire, ok, à tous ces morts qui n'ont pas de justice, c'est une invocation en fait. J'ai tapé sur le truc, mais je me suis pété le poignet, j'avais de la naze qui sortait j'étais complètement, voilà. Et ça, c'est mon endroit de recherche, c'est-à-dire que le texte, il est écrit, il y a quelque chose qui a justifié qu'il sorte en écriture automatique, presque, et après, il faut, quand on l'interprète, c'est quand même te dire qu'il est déposé, enfin, il y a quelque chose dans le texte qui est un peu plus grand que nous. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ce texte? Voilà, c'était la question. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ce texte? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas... qui errent en fait, et qu'il n'y a pas de justice pour ces gens, et qu'on n'a pas envie que ça se reproduise, et que humblement, c'est le seul endroit, pour moi, pour moi, parce que c'est ma pratique, où je peux dire ça, en fait. Et donc c'est dans le... Donc vous voyez tout le chemin qu'il y a entre les premiers textes de slam qui sont très serrés, et en même temps c'est beau parce que ça vibre de partout et que c'est un truc de catharsis. Et à un moment donné, c'est ce qu'on s'est dit avec Bintou Dembélé, on a notre âge aussi. Elle en a 46, j'en ai 43. Nous, dans notre collectif, on appelle ça faire la sale gueule, c'est-à-dire que si il n'y a plus un photographe qui peut vous prendre en photo joliment, puisque vous êtes pendant tout le texte, elle danse, elle a la langue qui sort, etc. C'est de la transpiration, bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça, si le texte ne le justifie pas, mais c'est d'être à un endroit où on n'est plus dans quelque chose d'esthétique, on est dans quelque chose... voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une performance, voilà, et donc ça dépend beaucoup, comme vous dites, de ce qui porte autour. Parce que là, vous avez poussé le cri, mais peut-être qu'ailleurs, je ne le pousserai pas. Voilà. Ça, donc ça se réactualise presque à chaque fois que le texte est dit, quoi. Oui. Un peu comme le conte au départ. Hein. Le conte, c'est aussi un peu ça, hein, qui varie en fonction de l'auditoire. Mais moi, dans ma pratique, alors le slam, c'est ça, c'est un moment de partage. Et mon éditeur ici présent, chaque fois qu'il vient voir une perf, et c'est lui qui m'a un peu... Parce qu'en fait, je me disais, mince, je ne peux pas lui montrer la même chose 2 fois, mais en fait, je fais ça. Je prends des textes, moi j'ai plein de textes, et on me donne un timing, c'est comme ça en poésie performée, on vous dit c'est 15 minutes, 20 minutes, ok. Et là, par exemple, à Marseille, je suis venue dans le lieu, j'ai été voir leur répétition. J'ai regardé, j'ai observé, et j'avais pas du tout mon ordre de texte, en fait. Je savais que je devais avoir 15 minutes. Et je suis rentrée à l'hôtel après avoir pris leur énergie et je me suis dit, ok, je vais commencer comme ça, qui oubliera. Et puis j'ai trouvé un chemin et donc j'ai répété le lendemain les textes. Mais c'est comme ça, c'est organique. Oui, et c'est lié aux personnes, c'est lié au lieu, c'est lié à moi, à ce que j'ai vécu, dans quelle énergie je viens. Et on ne fait pas les mêmes choses dans un cabaret ou dans une maison de la poésie ou avec tel public. Quand l'âge du public diminue aussi... c'est d'autres textes. Quand c'est... là, j'étais à Besançon, avant Marseille, j'étais à Besançon, dans une association qui aide des femmes qui sont dans des situations de violence conjugale. Le texte La Famille, alors on a fait un premier tour de table, rien que sur une présentation, tout le monde était fragile et au bord des larmes. Donc ça veut dire que sur les textes qui sont partagés, ça ne peut pas être la famille qui... Voilà. Donc j'ai pris les textes de douceur. Et ça, pour moi, je pense que c'est la force du slam, d'être très connecté au lieu, aux personnes, à quelque chose qui va se vivre une seule fois. Voilà, pardon. Du coup, est-ce que je fais la famille aussi? Je fais la famille ou je fais un autre? Je ne sais pas si vous voulez. Est-ce que celui qui vous semble le plus intime? Enfin, le plus intime pour vous. Le texte le plus intime pour vous. Ah, le plus intime pour moi? Oui, celui que vous ressentez le plus. Ah, celui dans lequel vous êtes présente. Aujourd'hui. Oui. Exactement. D'accord. Je cherche, je tourne. Justement, ce sera peut-être pas la famille. Alors, je tourne les pages. Je ne veux pas aller justement dans des énergies trop compliquées, mais bon voilà. Je vais rester sur du processus d'écriture parce que ça, je trouve que c'est un beau cadeau que m'a fait mon éditeur aussi. Et dans l'ordre, parce qu'il y a le titre, il y a la couverture, il y a aussi l'ordre.
l'ordre des textes. Et je sais que voilà, je me suis laissée un peu porter, j'ai fait confiance à... Voilà. Et sur l'ordre des textes, je me souviens dans ce que tu avais dit, c'était ça aussi que en fait, le recueil il commence par un texte qui est sur le processus. Et ça, pour moi, c'est un beau cadeau dans le sens où ça m'inscrit dans une pratique littéraire, une pratique d'écriture. Et c'est pas que la noire en colère, en fait. Il y a des textes politiques, il y a des textes de colère, mais moi, d'abord, je suis une poétesse et je suis une personne qui écrit. Et je trouve que l'entrée, être sur du processus, c'était... voilà. Et puis être sur un texte, du coup, de rue à la cycloparade, là, le souffle politique rentrait, mais il y avait d'abord un texte de tout. Donc du coup, trottoir philosophe, parce que comme ça fait écho à ce qu'on s'est dit avec le pourquoi, le comment, la marche, etc. Alors, 40 ans. 40 ans pour apprendre à reconnaître les signes. Être attentive, ça commence. Être attentive à comment ça commence. Lever aux aurores, picotement dans les jambes, envie de faire une série d'abdominaux, envie d'enchaîner cette série d'abdominaux avec une série de pompes et cette série de pompes avec une série d'étirements. Ça commence. Être attentive. Absence de brume, absence de fatigue, vitalité inhabituelle, reliquat de jeunesse. Sortir, sortir, marcher, être attentive, le ténu, le terne qui s'anime, scintillement, griserie, comme sous extasie, la toute première extasie, couleur qui se complexifie, gris béton, gris bitume, gris biceps bandé sous le t-shirt de l'éboueur, œil grossissant, tout à la loupe, relief, saillie, grain de beauté, beauté de la clavicule, clavicule qui n'est que clavicule sans le grain de beauté, tout me parle, tout m'alpague, une croix en albâtre, une classe vide, des confettis, une bassine, une plume de pille, un bourgeon, un boulon, un sac poubelle, le bouquet de roses, chaque épine de rose qui éventre le sac poubelle. Tout me parle, tout m'alpague, même cette mousse entre les jointures. Et la blancheur, 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 dents, alignement des dents et alignement de la blancheur sur les affiches électorales. Tout m'alpague, bribe de conversation. La passante dit, on n'est pas dans un rêve. Bribe de conversation. La passante dit, les corps vieillissent. Bribe de conversation. La passante dit, mais tu attends quoi pour vivre? Tout s'imprime, tout se tatoue sous ma poitrine. Il me suffit de marcher, 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 être assailli, de lumière, être assailli, de questions, être assailli, marcher, me laisser toucher, me laisser caresser, torse du monde sur ma joue. Fraîcheur, 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 fraîcheur du poteau, fraîcheur de la pierre, fraîcheur du capot de la voiture, souffle, souffle, souffle dans la nuque de skateuse à casquette à carreaux, et cueillir, accueillir, détacher le fruit de l'arbre, détacher l'écorce, avaler l'arbre, vite rentrer, et vite écrire ce qu'il en restera. Et c'est pas simple parce qu'en fait c'est écrit en petit. En fait quand on est sur scène et qu'on est en lecture performée, on prend la feuille, on augmente le truc et on a des repères pour... donc du coup c'est un peu plus compliqué de trouver de l'énergie slam avec un petit format. Mais du coup je vais peut-être quand même faire le texte La Famille pour vous montrer, si je lâche un peu le livre, même si je ne l'ai pas répété là pour venir, pour vous montrer juste la différence qu'il y a entre la lecture performée et si on a étudié le texte, etc. Mais je ne vous promets pas de le... Je vais quand même l'ouvrir au cas où. Je peux le tenir si tu veux. Oui, alors ça, tu tournes les pages. Tu tournes les pages. Ok, ça roule. Okay. Et alors je veux juste vous dire, moi j'aime bien ce texte. Il est plus long que le format slam, mais je l'aime beaucoup parce que je peux... C'est le texte, pour la première fois je suis sortie avec le micro et c'était dans un festival rap, donc j'ai dû un peu me challenger aussi parce que a cappella, slam par rapport à des gens qui venaient en rap. Et c'est la première fois que je sortais le micro et aussi j'ai pris une énergie circulaire alors que les slammeurs sont on prend l'ancrage des pieds, on a un micro-pied et on bouge pas beaucoup parce que si on fait ça ou ça on est plus amplifié. Là j'ai pris une énergie circulaire et ça a été le début de justement sortir du truc et d'assumer une forme de... Voilà, le corps qui était plus présent, la marche, etc. Et plus aussi au niveau du visage, quelque chose de plus... voilà. Et aussi parce que la première partie pour moi, c'est que je prends ce texte quand on dit c'est quoi la différence entre le slam et la poésie. Parce que pour moi, la première partie, je l'associe plus à de la poésie, même sur la thématique. La deuxième partie, plus à du slam, à quelque chose de plus... Voilà. Mais comme le texte est long, si...
j'ai un autre texte, par exemple, bleu marine, c'était bleu mer du sud, bleu ciel, bleu pastel, bleu azur, bleu acier, bleu pétrole, bleu cobalt, bleu France, bleu roi, bleu nuit, bleu marine. Et quand je démarrais ce texte-là, le tout premier texte, je faisais un salut nazi. Et il était assumé, sauf que dans le public, c'était justement ça. Les gens disaient, ouais, mais c'est quand même exagéré voilà, d'associer Marine Le Pen avec, voilà, au salut nazi, etc. Donc je perdais la moitié des gens sur le début du texte. C'était plus du tout un texte qui était plutôt sur Kinshasa et de dire, mais de Kinshasa, voilà. Marine Le Pen est toute petite, hein, de là-bas, etc. Donc du coup, les gens n'écoutaient plus et étaient bloqués avec ça. Et ce texte, ça répond à ça aussi. C'est comment on peut embarquer des gens jusqu'à un endroit. Parce que si je dis aux gens, en tout cas à l'époque où j'ai créé le texte, si je dis aux gens, je viens vous faire un texte sur MeToo, je vais voir des yeux qui, oh encore, machin, etc. Il n'y a que ça sur les scènes, etc. Donc on embarque le plus loin possible. Et puis après, l'étau est resserré, c'est trop tard. On a embarqué. Voilà. On raconte que là-bas, les poètes se cognent les uns aux autres comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas, le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à une personne abandonnée par les mots. C'est un no man's land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous, nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous, nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien. Alors nous nous répétons, mantra, mantra, cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine, pas une ligne, pas une rime, apnée, souffle court, apnée, feuille blanche, je dois écrire, je peux écrire, je veux écrire, je peux le faire. Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie. Déjà vu, déjà lu, déjà dit, prêt à porter, prêt à rapper, prêt à slammer. Et puis soudain, ceux qui reviennent de là-bas parlent d'alignement foudroyant ou de renaissance brutale. Soudain, ton poème est là, devant toi, tapis rouge qui se déroule comme écrit, comme sorti, comme jailli d'un autre que toi. Alors certes, ton poème est encore à ciseler, certes, ton poème est encore à apprivoiser, mais il est là, devant toi, coup de poing immobile au milieu des milliers et des milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner, à tourner et à tourner autour de lui. Écoute, c'est une invitation. C'est une invitation à t'agenouiller. C'est une invitation à enfin entendre ce que ton ventre, ce que ton bide, ce que tes tripes ont à te dire. Alors tu demandes à haute voix à cet autre que toi, mais qui sont tous ces hommes ? Qui sont tous ces hommes qui se pressent dans mon nouveau texte? Qui sont tous ces hommes? Il en sort de partout, ça grouille, ça bavouille, il en sort de partout, ça se bouscule à chaque paragraphe. Il en sort de partout, hashtag MeToo, hashtag balance ton port, hashtag, il en sort de partout. Il y a les gros lourds des transports en commun, les frottis-frotteurs, les mademoiselle, les plaquants, les planqués, les losers, les chasseurs, les pas vus, les pas pris. Et il y a l'oncle pensu, le baby psychotique qui te course torse nu avec une fourche à la main, version trash de cache-cache si je t'attrape, je t'empale, et le coach de basket qui te coince dans le vestiaire, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et qui gagne ta culotte et qui gagne ta chaussette, du matos de première pour s'astiquer en cachette. C'est la famille. La grande famille. La famille sans frontières, au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus des droits. Alors tu demandes combien? Tu demandes combien de femmes dans cette famille? Tu demandes combien de femmes pour un seul de ces mecs restés impunis? Pour chaque Weinstein du dimanche, chaque pseudo-DSK, pseudo-Woody, pseudo-Cosby, pseudo-R. Kelly, combien? Combien de sœurs sous les silences, sous les sourires, sous les convenances? Combien de déglingués, de zombies, de dézingués, de pommes pourries, de cramés, fêlés-fanés, foutus? Combien de ventres morts, de fantômes, de fautifs, de fins de filles, de fins de vie? Combien? Dites-moi, combien? Des fois, on contourne des thèmes, on n'a pas envie de les aborder, et voilà. Et aussi, je peux parler d'abord, la première partie du texte, ça parle de ça, de l'angoisse de la page blanche, de comment, des fois, on n'a pas de thème, il n'y a rien qui vient, etc. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dessine, et parfois, c'est pas... Voilà. Ce qui arrive, c'est pas... je raconte, en fait, je suis en métatexte, parce que je raconte réellement comment... ce thème m'a sauté au visage.
fait irruption en quelque sorte. C'est ce qu'on avait lu le texte, on travaillait sur ce texte avec les étudiants, avec le balancement, là, il y a un moment où voilà, ça rentre dans le texte, c'est là, ça devient le texte, ces visions. Donc là, je vous l'ai donné d'une certaine manière, statique, voilà, sans micro. Mais il y a plein de manières. Alors, par contre, c'est vrai que si vous me voyez, toujours au début, je lève parce qu'en fait, c'est un point de... Ça, je ne sais pas pourquoi c'est venu à un moment donné quand on se met debout, qu'on répète, etc. Ce geste, il est sorti et c'est comme si ça m'aligne et c'est ce qui me donne l'énergie du début de texte. Et ça, c'est comme un espèce d'automatisme, un truc là de début de texte. Et pour le reste, mais ceux qui ont suivi avec le livre, parce que je vous voyais regarder, en fait, ça ne suit pas tout à fait le texte à certains endroits, mais c'est pas grave. Le truc, c'est qu'il faut pas masquer, mais accepter que ça va pas suivre le texte, mais nous on appelle ça tenir en fait. C'est-à-dire une fois que le texte est enclenché, par la porte ou par la fenêtre, et souvent en slam c'est répéter. Si on oublie des choses, on va répéter jusqu'à retomber sur ses pattes. Mais une fois qu'on est dedans, sur les 3 minutes, on nous dit tenir en fait. Et c'est pas grave si ça suit pas le texte. C'est pas grave, ça. Mais donc vous voyez qu'il y a un différentiel entre l'écrit et l'oral. Oui, c'est pour ça que ça peut pas... C'est les deux ensemble, quoi. On peut pas... Vous faites... Parce qu'il y a le texte, c'est une chose, et puis de vous voir, comme disait... c'est vous qui disiez, de voir la chose, de vous entendre, de vous voir, c'est autre chose. Ça donne une autre dimension pour nous au texte que nous avons lu comme nous avons pu. Mais bon, voilà, il y a quelque chose... Moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est vraiment la comparaison avec la mise en condition pour la course. Ce côté, vraiment, il y a une énergie qui... Bon, il y a une condition physique, il y a une mise en condition physique. L'oralité, c'est aussi, voilà, c'est lié à quelque chose de très physique. On n'a peut-être pas dans la poésie écrite, on a le souffle, on a le rythme et tout ça, mais là, c'est autre chose qui porte votre écriture. Et c'est, voilà, on parlait tout à l'heure de l'écriture, le vocabulaire, c'est aussi mon endroit de... Donc moi, c'est ça, c'est l'aller-retour entre l'écrit et l'oral qui m'intéresse. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est... parce que j'ai plus, moi, de conditions physiques. J'étais une grande sportive, mais ça m'est totalement passé. Et donc, du coup, je suis assez fainéante, c'est-à-dire que je sais que je devrais travailler ma condition physique pour être moins essoufflée sur les textes. Et en même temps, j'aime bien cet endroit-là. Dans un des textes, dans Ça pue, je dis dans une phrase, je dis certains jours, nanana, et je dis une agression, plus 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 une... Et en fait, je vais le tirer jusqu'à ce que je sache plus le dire, ce qui n'est pas du tout sédiquement, c'est très mauvais, d'être machin, mais c'est l'endroit, en fait, quand on est presque en apnée, c'est un endroit où on ne se soucie plus de la technique en fait. Et moi j'aime bien aller jusque là dans les listes, dans les répétitions slam, j'aime bien me laisser emmener par le texte à cet endroit-là, parce que tout d'un coup ce n'est plus technique, c'est plus parfait, mais on est dans un endroit d'essoufflement qui fait qu'il y a quelque chose de très authentique après, dans la reprise du souffle, parce qu'on est essoufflé, parce qu'on doit un peu batailler contre soi-même, etc. Il y a quelque chose de... Voilà. Et là, je suis en train de... On a lancé un spectacle avec Chloé Dutrèfle, qui est une musicienne, et donc c'est de la musique électronique, c'est un personnage de confinement qui décompense. La toute dernière partie du spectacle, il n'y a plus de mots, et le personnage, sur cette musique électronique, il est au sol. Il est au sol, il est en... Donc là, c'est une recherche, c'est expérimental, c'est-à-dire que j'ai demandé à la musicienne de créer une musique qui fait que le personnage, je lui ai demandé, il faut que ça baisse, il y a quelque chose qui abaisse le personnage, qui termine au sol, qui termine complètement, le personnage relève sa robe, assume le corps, assume, etc.
Et je suis à cet endroit de recherche-là, c'est-à-dire même au-delà du mot, de voir, et parce qu'après il faut, le personnage, il est au sol, il décompense totalement. Et puis quand même, je reviens une dernière fois au micro dire quelque chose, qui est presque comme la morale du conte, mais quand je reviens au micro, je suis en nage. Et je suis, là on vient de faire une transe, donc il faut redire du texte après la transe physique. Et pour moi, je trouve que cet endroit-là, il est, je suis en train de le découvrir. Il faudrait presque écrire après, juste après. Voilà, j'aime beaucoup ça. Là, on fait nous slam dance pour le moment. Tous les ateliers, c'est chaque fois une danseuse slam dance. Et par exemple, on travaillait de la révolte. Donc comment on a été lesté dans son canapé et comment on va retourner dans la rue. Et elle nous a fait mettre dans un canapé. Et on a dû, de manière très très lente, expérimenter la sortie en danse, en mouvement du canapé. Direct après, on est en écriture. Et on fait des allers-retours comme ça. Et les mots qui sortent ne sortent que parce qu'il y a eu mouvement avant. Et ils sortent de cette manière-là que parce que le corps s'est mis en mouvement. Donc c'est une écriture quand même qui est liée... voilà. Et même si je suis à la table, après je vais marcher pour dire le texte. Je marche et donc voilà. Laura, allez-y. Pour moi, c'est plus une demande, un souhait de fin. J'aime vraiment votre façon d'interpréter vos textes. Et mon souhait, c'est vraiment que vous vous présentiez, parce qu'on ne vous a pas dit. Dans toutes vos mises en scène, vous vous présentez, je suis Lisette Lambé. Dans mon sang, il y a le Kasaï, il y a la Meuse. J'aimerais trop. En fait, c'est un souhait. On peut d'abord faire passer la question avant. Si vous pouvez d'abord faire ça. D'accord. Oui, ça roule. Ça roule. Je vais le mettre dommage. C'était pas prévu non plus, mais ça roule. Ouais, ça venait d'un spectacle. Et oui, c'est pour rendre hommage à mes parents. Je m'appelle Lisette. Lisette Lambé, Lambé à Lambé, fille de Claire Monique de Joet et de Jean-Marie Lambé Yangongo, conçue à Kinshasa, née à Namur, 30 août 1978. Dans mon sang, il y a le Kasaï et il y a la Meuse. Il y a le 504 rue Kindu et le 88 avenue de la Pérelle. Il y a la cité congolaise avec sa poudre à lessiver qui mousse dans les caniveaux. Et il y a la cité belge, avec son herbe qui pousse au pied des cages en béton. Dans mon sang, couleurs, odeurs qui se chevauchent, bicaté, frites maison, lingala, wallon namurois, et l'élégance des léopards. Dans mon sang, deux corps, deux cœurs qui ont dit merde à la norme. Premier noir, première blanche, secousse des grands-parents, rencontre du tiers-monde et du quart-monde qui donne un nouveau monde. Moi, passeuse de feu, semeuse de graines, voix des sans-voix, j'écris. J'écris pour que mes enfants, que mes 3 enfants, n'oublient pas de quel ventre ils sont nés. Je m'appelle Lisette Lambé. Quand on a travaillé les textes, j'ai très délibérément, on a très délibérément montré aucune vidéo parce que je trouvais que c'était très important de garder un peu le moment de rencontre avec les textes pour maintenant. Je sais pas si vous m'en voulez. Si vous m'en voulez, vous pouvez m'en voulez. Sont assez grandes. La seule vidéo que je leur ai montrée, la seule vidéo qu'on a regardée ensemble, c'était celle-ci. D'accord. Du coup, je trouve ça assez... Je suis allée regarder parce que j'étais sortie de la salle et j'ai pas pu. Et je suis allée regarder en très émue. C'était incroyable. C'est formidable. C'est bon, bah, écoutez, je crois que c'est la fin de la rencontre. Vous avez... Il restait une question. On a bien... Pas très utile, mais je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas numéroté vos pages. Ah, ça c'est la question. Alors il a fallu contourner. Oui, je suis le coupable. C'est un choix qu'on a fait sur toute la collection et c'est une idée qui date d'il y a 1 an et demi et j'ai déjà oublié, mais j'assume. Voilà. C'est quand même très bien. Ça fait de l'objet de débat. Oui. On était partagés. Et d'interprétation aussi. Oui. Issa, vous étiez
Vous trouviez ça fantastique, non? Oui, c'est ce que j'ai aimé parce que à chaque fois, quand j'ai eu d'abord le livre, en le fouettant, je suis tombé sur Mon fils est gay. J'ai dit, ah, ben elle a osé celle-là. Je fais des mots, excusez-moi, mais j'ai dit. Non, mais allez-y, ça. Et après, quand j'ai encore fouetté, j'ai vu Qui oubliera le texte que j'ai même enregistré. J'ai dit, mais vraiment, il ne faut pas numéroter ces pages-là. Ça se voit que c'est des textes à dire. Et quand j'étais en classe, j'ai dit vraiment, ces textes nous font... C'est une sorte de liberté, en fait, quand on lit ces textes-là. Et on n'est pas dans la normalité. J'ai dit que ça fait un point de plus pour ne pas être dans la normalité encore.